Et donc ce soir, le thème est autour de l'avoir, l'être et le faire. Et j'avais mis l'art de la complétude. Ce que je trouvais intéressant, moi j'avais lu, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre il y a 20 ans en arrière, le livre d'Eric Fromm sur l'avoir et l'être. Et ça m'a vraiment marqué, parce que j'avais trouvé que la distinction entre ces deux polarités était vraiment tout un monde, tout un univers. Et j'avais envie de vous faire partager mes interrogations et mes sentiments par rapport à cet équilibre à tenir entre l'avoir, le faire et l'être, qui sont des polarités, qui sont vraiment des dimensions très importantes pour qu'on puisse fonctionner de manière équilibrée et heureuse, je trouve. Et pour moi, l'intérêt, c'est de comprendre ces mondes. Ce sont des univers différents sur lesquels, à mon sens, nos conditionnements, nos profils de personnalité nous amènent à être soit sur un mode ou sur un autre, en prédominance. Et justement, pour moi, l'intérêt, c'est de mieux les connaître, ces univers, pour pouvoir circuler de l'un à l'autre et retrouver une forme d'équilibre que parfois on perd sans s'en rendre compte. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et de revenir déjà sur, faire le point avec vous sur au fond, c'est quoi l'univers de l'être, c'est quoi l'univers de l'avoir et l'univers du faire. Quel est l'intérêt de connaître ces univers et de mieux se connaître soi à travers justement ces fonctionnements, de voir comment on se situe un peu par rapport à ça, et ensuite de voir comment on peut s'équilibrer, circuler d'un pôle à un autre pour être dans ce que j'avais appelé la complétude. Plutôt que d'être en jachère sur un pôle et en dominance sur un autre. Voilà. Donc c'est ce que je vais développer et ça mènera certainement à un jeu de questions de votre part ou probablement peut-être je ferai un exercice pour vous questionner, vous situer par rapport à quel est votre mode préféré, où vous en êtes. Voilà. On est dans une période liée à l'épanouissement de l'individu, hein, et c'est pas étonnant que si vous êtes là ce soir, c'est aussi parce qu'il y a une envie de prendre soin de vous, d'aller vers un mieux-être. C'est le chercheur en vous qui appelle et qui vient certainement à des conférences comme ça pour se dire mais au fond, comment je peux aller toujours et encore mieux, même si il n'y a pas de clé miracle. Mais en même temps, ça peut être intéressant de chercher un élargissement de nos options, d'aller toujours vers quelque chose de plus confortable en nous. Alors, ce que j'avais noté, je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais j'avais écrit un article au préalable là-dessus, où j'avais écrit comme ça que dans notre société occidentale, hein, ce qui est quand même dominant, c'est le monde de l'avoir. C'est-à-dire qu'on est fort attaché à une société un peu consumériste comme ça, et qui joue beaucoup sur le marketing, la consommation, le tout de suite, et donc qui va donc amener les personnes à être très attachées à acquérir des biens matériels, à acquérir des objets, acheter, hein, ou avoir des choses possédées. Et plus on est dans cette société-là, et moins on s'en rend compte, parce que c'est comme si c'était tout à fait normal d'avoir des vacances, d'avoir des voyages, d'avoir des objets, d'avoir une maison, d'avoir une famille, avoir. Et c'est comme si c'était naturel, on ne se remet pas toujours en question là-dessus. Donc ce que j'avais mis comme ça, c'est que on est très attaché à nos croyances, et on croit que si on obtient quelque chose, si on va vers nos objectifs et qu'on les réalise et qu'on les obtient, alors on va être heureux. Donc on est attaché, la plupart d'entre nous sommes attachés, on ne s'en rend pas toujours compte, hein, mais il y a comme un attachement à cette croyance, si j'ai 3 petits points, je serai. Je serai heureux, je serai quelque chose. Si j'ai, je suis. Donc on voit déjà que il y a d'un côté si j'ai, le verbe avoir, avec je serai, au lieu d'être je suis, point. Donc il y a cette si j'ai, je serai, ça c'est une phrase qui m'a interrogée, parce que je me suis dit mais on est quand même tous formatés dans ce moule de vouloir avoir ou de vouloir entreprendre, réaliser, obtenir, aller atteindre des objectifs pour être quelque chose.
Mais est-ce que c'est si juste que ça? Bon, ça, on y reviendra quand je développerai le mode être. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, le mode avoir, il est vraiment très prépondérant. Et c'est pas parce qu'on a forcément qu'on a nos vacances, qu'on a le métier de nos rêves, qu'on a la maison de nos rêves, la famille le prince charmant de notre rêve, la famille de notre rêve, etc., que forcément on est heureux. La plupart des gens le vérifient, hein. Les gens qui sont célibataires veulent divorcer, ceux qui sont divorcés veulent être célibataires. Une fois que vous avez rêvé de votre famille préférée, c'est là que les problèmes commencent. Quand vous avez acheté la maison de vos rêves, à ce moment-là, arrivent les problèmes divers et variés. Donc à chaque fois qu'on rêve de quelque chose et d'un idéal, et qu'on l'a, manifestement, ça ne dure pas tant que ça. Et donc c'est ce qu'on appelle la roue des désirs. On passe d'un désir à un autre sans arrêt. Et on peut passer son temps à survoler de désir en désir. Je crois que dans les religions orientales, comme ça, ils appellent ça la roue des désirs, le samsara. Donc on passe de désir en désir et finalement, c'est comme une illusion d'optique. On n'est jamais vraiment comblé par ce qu'on a, par l'avoir. Donc on a des attachements, ça provoque déjà des attachements. Et on croit que si on obtient, on va enfin être une fois pour toutes. Il y a l'idée de une fois pour toutes, je serai heureux dans quelque chose de linéaire et qui va durer de manière stable. Et là, il y a quelque chose à regarder qui est erroné à mon avis, qui est ça ne peut pas être stable. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose déjà, c'est une de mes conclusions, hein, que je peux dire en introduction. Pour moi, l'équilibre entre le mode avoir, faire et être, il est déjà sur l'acceptation du principe de l'impermanence. Parce que si je suis d'accord et au courant que rien ne sera jamais stable et tout ce qui m'est donné peut m'être retiré, si je suis d'accord avec l'idée que je vais perdre, je vais avoir des deuils à faire et que rien ne sera stable, rien ne sera permanent, alors je peux commencer à me détendre un peu. Parce que, ben oui, parce que si je crois que si j'ai quelque chose, je vais être heureux et que ça va durer, hein, si j'ai la famille de mes rêves ou mon prince charmant idéal ou je sais pas quoi, ça peut être une relation, ça peut être une famille, un objet, mes vacances, mes voyages, peu importe. Si je fantasme quelque chose d'idéal et je crois que ça va me donner quelque chose de stable et de durable pour un grand moment, et là je me leurre. Parce que ce principe de l'impermanence fait que tout bouge tout le temps et que rien n'est vraiment stable. Donc vivre avec cette acceptation profonde de la notion de l'impermanence, ça détend quand même pas mal. Donc ça c'est une de mes pistes que j'utilise moi-même, hein, sachant que tout nous sera retiré, hein, même à la fin de notre vie, voilà, on n'a plus rien, on perd tout rien, on perd tout ce qu'on a. Et c'est important quand je suis sur le mode de l'avoir comme ça, de pouvoir toujours relativiser avec cette notion, ok, je peux jouir d'avoir, parce que c'est jouissif d'obtenir ce qu'on désire, et en même temps, si je suis certain ou certaine que tout ce que j'ai peut m'être retiré à l'instant d'après, alors je peux aussi jongler avec ça et me détendre un peu, pour pas m'accrocher et m'agripper à ce que je rêve, et imaginer que ça va être durable et stable. Voilà. Donc là, je vous donne déjà une piste que moi j'utilise, mais qui est peut-être pas mal, et une forme de lucidité qui vient avec ça, qui est ok de jouer le jeu, d'avoir des choses, donc d'aller vers, d'aller jouer l'élan du désir pour aller obtenir quelque chose qui nous fait fantasmer et rêver, mais jusqu'à un certain point, parce que le principe de l'impermanence, il est toujours là. À tout moment, cette personne que j'aime est dans ma vie, mais elle peut très bien disparaître à l'instant d'après. Et est-ce que je suis d'accord avec ça, avec ce principe-là? Comme nos enfants, comme même les trucs horribles, hein, comme on a des enfants, à tout moment ils peuvent disparaître. Il y a effectivement des choses douloureuses, mais être prête et prêt au deuil à chaque instant, c'est-à-dire à ce que tout ce à quoi on est attaché peut disparaître à l'instant d'après, il y a une forme de détente immense qui peut apparaître avec ça. Alors, ça, je vais décliner un peu l'avoir. Je reviendrai hein, sur l'avoir. Après, je reviendrai sur les trois modes, hein, l'avoir, le faire et l'être. Le faire, pour moi, je l'ai vu comme ça. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'agir. Agir sur la matière,
C'est assez proche de l'avoir, mais c'est quand même différent. Hein. Avoir, c'est je veux obtenir. Il y a quelque chose de l'ordre d'aller vers un objectif et d'atteindre l'objectif. Je veux avoir, je veux posséder. Il y a quelque chose aussi à voir avec la puissance hein, dans l'avoir. Si j'ai ce que je désire et que je l'obtiens, alors je renforce mon pouvoir, une forme de puissance. Je suis fière de moi, je suis capable d'aller dans ce que je veux, je réalise mes rêves, je les atteins, etc. Donc il y a une forme de fierté et une forme de puissance qui apparaît avec ça. Le faire, on est plus ici dans agir sur la matière, entreprendre et se donner les moyens pour aller vers l'objectif, faire quelque chose. Ce que je voulais dire aussi avec le mode du faire, c'est que bien souvent, ce que j'ai pu voir apparaître, y compris dans ma clientèle, hein, c'est que, avec mes patients, c'est que bien souvent, les personnes sont assez associées, elles associent leurs valeurs à faire. Si je fais quelque chose, si j'arrive à faire quelque chose, à entreprendre, à me réaliser, alors à ce moment-là, je suis quelqu'un de bien. C'est-à-dire, je fais dépendre ma valeur de ce que je réalise. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de couplage entre je suis ce que je fais, ou je suis quelqu'un de bien, j'ai de la valeur si je fais quelque chose et que j'y arrive. Voilà. Et là, c'est dommageable. C'est dommageable parce que toutes les personnes qui sont identifiées à ce qu'elles font, eh bien, elles vont commencer justement à se sous-estimer, elles vont commencer à perdre le contrôle parce que c'est extrêmement compliqué de se dire « Attends, ma valeur, elle dépend de ce que je fais. Ma valeur, elle ne dépend jamais de ce que je fais. Elle dépend que de ce que je suis parce que je suis un être unique dans mon genre et dans mon style et je ne peux pas être autre chose que moi-même avec mon propre style. Mais si je crois ou j'ai appris ou on m'a raconté l'histoire que je suis celui qui fait et qui réussit, à ce moment-là, je suis identifiée au faire. Et là, c'est très malheureux et c'est très triste pour la personne qui va beaucoup en souffrir en général. Et je vois beaucoup, je vous le dis parce que je vois beaucoup de personnes dans ma clientèle qui sont extrêmement dépendantes, qui font dépendre leurs valeurs et qui ont une estime de soi fragile à cause de ça, parce qu'elles n'ont pas entendu ces messages enfants, petits, quand on ne leur a pas suffisamment répété qu'ils étaient OK, princes et princesses, à la naissance, sans forcément faire quelque chose pour prouver au monde entier qu'ils étaient quelqu'un de bien. Il n'y a pas besoin de faire, vous n'avez pas besoin de vous agiter dans tous les sens pour prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez de la valeur intrinsèque uniquement parce que vous êtes posé là à côté de moi sur votre matelas. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Donc on reviendra dans le mode être avec ça, mais la valeur, elle dépend pour moi intrinsèquement de l'être et pas du faire. Sinon vous allez en souffrir. Et dans l'éducation, hein, la scolarité, tout ça amène beaucoup à penser et à croire que on est quelqu'un de bien que si on réussit ce qu'on fait. Voilà. Et ça, c'est très douloureux, je trouve. Donc revisiter ça. En thérapie, on fait beaucoup travailler les gens. Hein, la plupart des thérapeutes font travailler là-dessus, hein, sur revenir à l'idée que je suis ce que je suis et je suis extraordinaire comme je suis. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ni à moi-même, ni aux autres, ni à personne. Juste être, c'est parfait. Vous êtes parfaitement imparfait, il n'y a pas besoin de faire, de vous agiter. Voilà. D'ailleurs, oui, à propos de ça, je l'avais noté, c'est beaucoup de personnes vont me parler de leurs échecs ou de leurs réussites. Hein, au lieu de me dire, je vis ma vie comme une succession d'expériences, non. Tiens, j'ai travaillé beaucoup et j'ai raté. Ou tiens, j'ai énormément investi de moi dans ce projet et j'ai réussi, je suis fière de moi. Ou j'ai mis de moi et j'ai raté, donc c'est un échec. Donc on entend beaucoup, j'entends beaucoup ça, hein, des paroles autour de mes projets sont des réussites ou des échecs, mes rêves sont des réussites ou des échecs. Tiens, j'ai raté ça, j'ai réussi ça. En fait, déjà rien que cette vision du monde, pour moi, est une vision un peu presque immature, je dirais. Parce qu'il n'y a rien qui se réussit, il n'y a rien qui se rate. Si vous voyez que tout ce que vous faites, en fait, est une somme d'expériences instant après instant, et pas comme quelque chose qui doit se réussir ou se rater, alors vous gagnez aussi en détente profonde. C'est une autre manière de voir les choses. Hein, si on est accroché à l'idée que
quand on fait quelque chose de bien, on réussit. Quand on fait quelque chose de mal, on rate. Alors on rentre de nouveau dans le schéma de la dualité. Je fais bien, je fais mal. Tu fais bien, tu fais mal. Tu réussis, tu rates. Et là, c'est douloureux. Il y a beaucoup de souffrance à la clé avec ça. Donc, pouvoir se distancier de ça, c'est se dire, à chaque fois que je réalise quelque chose, j'entreprends parce que j'ai l'élan d'entreprendre, je le fais. Et puis, ça atteint l'objectif. Super, Yahoo, je me félicite, je profite de ça. Voilà, je me gonfle d'énergie, tout va bien. J'ai de la joie. Et si, pour une raison ou pour une autre, ce projet que j'ai dessiné ne fonctionne pas, est-ce que j'ai besoin de me marquer, j'ai raté, je suis coupable, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas de valeur, etc. C'est pas la peine, hein. C'est une expérience comme une autre. Cette expérience-là, qui n'a pas fonctionné à la hauteur de vos attentes, elle vous amène à comprendre des choses sur vous. Et parfois pas sur vous, des fois ça dépend de causes extérieures. Ça ne dépend pas que de vous, hein. C'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas que forcément c'est à cause de vous. Il y a des tas de facteurs qui ne sont pas liés à vous, qui font que les projets ne fonctionnent pas. Mais au lieu de les voir comme des échecs, regardez-les plutôt, et ça c'est une piste que je vous donne, regardez-les comme des expériences, simplement des expériences. C'est ni plus ni moins. Arrêtez de connoter en plus et en moins, parce que c'est encore source de souffrance. Et de dire simplement, ma vie est une succession d'expériences, et je suis ouvert et disponible à toutes les expériences parce qu'il y en aura des agréables et des désagréables. Il y aura les deux. Mais ce n'est pas forcément des échecs et des réussites. Et les personnes qui sont identifiées à faire, à la réussite, je suis ce que j'entreprends, sont très accrochées à cette histoire d'échecs et de réussite et elles sont très malheureuses avec ça. Pour avoir travaillé avec des personnes qui sont passées à la retraite et qui étaient très identifiées à leur statut social, responsabilité, etc. Le jour où elles ont arrêté et qu'elles sont passées dans la neutralité, elles étaient complètement désespérées. Hein. C'était la catastrophe. Hein. Perte des signes de reconnaissance, perte de statut social, etc. Et donc ça peut aller très loin. Et donc à partir de là, on voit que ce type de souffrance est aussi beaucoup lié à je suis identifiée à mon statut, quoi, à mon statut social. Je suis identifiée à ce que je réalise. C'est terrible. Ça, c'est très très souffrant. Hein. Je vous mets en garde contre ça parce que c'est terrible et c'est très fréquent. Autre chose avec ce mode faire, dans le faire, on voit aussi beaucoup, il y a aussi beaucoup souvent la notion de l'effort. Faire, c'est bien faire. Faire, c'est le devoir. Je me dois de faire ci, faire ça, faire mi. Alors, dans nos vies hyperactives, vous devez travailler, et en plus bien travailler, vous devez assurer vos rôles souvent de parents, d'époux, enfin des tas de rôles comme ça. Hein. Et en plus avec souvent de l'effort parce qu'il y a de la contrainte, il y a du devoir, je me dois de. Si vous rajoutez des couches personnelles hein, en vous disant en plus et je dois bien faire, et je dois faire des efforts, et ça il faut que je le fasse, et je suis obligée, et je n'ai pas le choix, etc., on va voir apparaître cette morale judéo-chrétienne qui est il faut faire des choses, et en plus avec une forme de pénibilité. On n'a rien sans rien. On entend souvent des personnes qui disent on n'a rien sans rien, il faut faire des efforts pour y arriver, bon voilà. Ça, c'est très judéo-chrétien. Il y a un héritage de ça, et on se retrouve encore beaucoup hein, d'entre nous empreints de cette histoire de quand on fait, il faut faire. Hein, et il va manquer souvent le goût de oui, mais je le fais, mais ok, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des contraintes dans la vie, même dans le travail, mais est-ce qu'on peut les faire aussi en étant un peu libre de. Bon, je le fais quand j'ai l'énergie et si j'en ai pas trop, je remets ça un peu. Qu'est-ce que je peux lâcher? Est-ce que je peux remettre des choses à plus tard? Est-ce que je peux avoir du plaisir dans les contraintes plutôt que d'être toujours dans l'effort et la pénibilité et la douleur et suer, etc. Voilà. Et les personnes qui ont beaucoup de mal à lâcher ce fait effort, et dès qu'elles rentrent dans le monde du faire, donc c'est faire, c'est agir dans la matière, mais avec beaucoup d'efforts. Et ça devient lourd, quoi. Voilà. Donc regardez jusqu'où vous vous situez par rapport à cette histoire de il faut faire les choses et je me dois et je me culpabilise si je ne fais pas comme il faut et je dois faire beaucoup d'efforts pour y arriver et peiner et suer, etc. Jusqu'où vous êtes tranquille avec ça ou complètement empreint de ça. Voilà.
Alors le monde, ça c'était le monde du faire, le monde de l'être. Donc là on passe sur une autre dimension, hein. Il y a une dichotomie qui existe dans le grand public que je vais nommer, mais que je n'ai pas envie d'en parler particulièrement ni développer, c'est le pôle féminin-masculin. Il y a une mode énorme sur la réconciliation du féminin-masculin. Bon, ça ok, hein, vous connaissez, vous avez certainement lu des bouquins là-dessus. On pourrait presque dire, il y en a souvent qui font la relation entre le pôle féminin, c'est l'être, et le pôle masculin, c'est l'avoir. Alors on ne va pas la faire. parce que c'est un peu rapide et que, bon... on peut tout dire. Je trouve que c'est plus intéressant, c'est pour ça que je voulais donner cette conférence sur l'être, l'avoir et le faire, plutôt que féminin-masculin. C'est pas pareil. C'est des raccourcis que je trouve trop succincts. Voilà. Le féminin, c'est pas que l'être, et le masculin, c'est pas que l'avoir. Donc la dimension de l'être, il y a quelque chose à voir avec s'intérioriser, hein, être en contact avec la richesse de ses paysages intérieurs, avec son imaginaire, avec ses rêveries, avec la connexion à soi, voire aux autres, hein, avec la reliance. Et c'est surtout la voie du sentir. Autant l'avoir, c'est l'idée d'aller vers un objectif, de posséder quelque chose, la voie de l'action, hein. Autant l'être, c'est l'inverse, on est ici dans un monde beaucoup plus intériorisé. Autant il y en a un qui va dans le mouvement vers l'avant, autant celui-là, l'être, on est dans le mouvement de retour sur soi et d'intériorisation et de retrouvailles avec soi-même. Donc l'univers de l'être, pour certaines personnes, ça va être compliqué d'exister avec cet univers-là, et pour d'autres, toujours pareil, hein, c'est les excès qui sont nuisibles. D'autres personnes sont, je dirais, pas assez dans le monde de l'avoir et trop dans le monde de l'être. Et les excès sont aussi nuisibles d'être trop dans l'être. Hein. Ce sont des gens on les appelle des gens qui sont un peu barrés, qui décollent, quoi, qui sont plus en contact avec le concret, avec la matière, avec le côté pragmatique, qui tiennent plus leurs responsabilités. Donc on pourrait dire que l'excès d'être nuit autant que l'excès d'avoir. C'est moins habituel parce qu'on est quand même dans une société qui privilégie l'avoir. Mais néanmoins, les personnes qui sont en manque d'avoir et qui sont trop dans l'être, elles-mêmes aussi vont être dans quelque chose de l'ordre du frein. Hein. Elles sont plutôt dans l'inhibition, parce qu'à se retirer du monde pour rester en contact avec le monde intérieur, on n'est plus dans le monde à l'extérieur. Hein. On ne va plus vers les autres, on ne va plus vers les choses. On est un peu avec soi, dans sa bulle, dans ses rêveries. Et en même temps, c'est un univers à part entière qui est riche, parce qu'il y a beaucoup de richesse à être avec l'être. Là, je ne vais pas développer un peu plus tout de suite sur l'être, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais vous lire un poème, enfin 2 poèmes, qui définissent bien la différence entre l'avoir et l'être. Je vais vous les dire. Vous allez voir comment ça résonne pour vous. Le poème de Tennyson. Ô fleur, trouvée dans un mur lézardé, je t'ai cueillie, arrachée à ta fissure, et là je t'ai tenue dans ma main tout entière avec tes racines, petite fleur. Mais si je pouvais comprendre ce que tu es, dans ta totalité, y compris tes racines, je pourrais savoir ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Donc ça, c'est le premier poème qui est basé sur l'avoir. Le deuxième est sur l'être. C'est une traduction d'un haïku de Basho. En regardant attentivement, je vois le Nasuna qui fleurit près de la haie. Point, c'est tout. Donc je ne sais pas si vous avez écouté les deux. Le premier, c'est la même histoire, hein, à peu près, à part que le premier, c'est l'histoire de quelqu'un qui va être dans la préhension de la fleur. Il cueille la fleur, il cueille les racines. Et donc il se dit que si je cueille, je vais pouvoir pénétrer intellectuellement la nature de Dieu et de l'homme. Voilà. Et le deuxième, il est juste dans la contemplation. Je regarde, je vois que cette fleur fleurit près de la haie, et c'est tout, il n'y a rien à faire. Il y a juste de la contemplation ici. C'est toute la différence entre l'être et l'avoir. Dès qu'on est dans la dimension de l'avoir, on va faire quelque chose, attraper, saisir, pour obtenir quelque chose. Et même dans la poésie, on peut voir apparaître des dimensions différentes entre l'avoir et l'être quand même.
Alors que dans la contemplation pure, on laisse les choses être, il n'y a rien à en faire, quoi. Il y a juste à regarder, à être dans le délice de poser un regard contemplatif sur les choses. Rien à en faire. Bon, voilà. Voilà. Je reviens sur l'histoire de l'avoir en amour, puisque j'ai fait tout un cycle sur la relation amoureuse, et je voulais aussi parler de l'avoir et l'être, les modes différents, hein, avoir et être en amour, qu'est-ce que ça donne? Parce que pour moi, il y a des profils de personnalité différents, selon qu'on est en dominance avoir ou en dominance être. Ça donne naissance à deux types de profils particuliers. Donc les profils à dominance avoir sont plus des profils qui effectivement ont tendance à aimer conquérir, à aimer séduire, à aimer posséder, hein. Il y a quelque chose de voir à avoir, quoi. Avoir une relation satisfaisante, avoir un couple, avoir une famille, enfin quelque chose de l'ordre de la réussite, hein. Y compris, ça peut aller jusqu'à avoir une belle femme, un bel homme, comme on expose la galerie, quoi. Ça peut être ça, hein. Bon, là. Il y a quelque chose de l'ordre du chasseur. Là, je suis sur la relation amoureuse, hein. Dans l'avoir, il y a quelque chose de l'ordre du chasseur ou de la chasseuse, hein, qui ramène ses conquêtes, un peu le côté Don Juan, comme ça, hein, ça peut être féminin ou masculin, peu importe. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur les profils dominants dans l'avoir, dans la relation amoureuse. En même temps, on retrouve cette dimension de l'avoir sur la grille de l'amour des Grecs, hein, de l'Antiquité. On retrouve cette dimension dans Eros. La dimension charnelle de la passion, c'est la dimension de l'avoir, hein. Je veux te posséder. Donc on est ici dans l'espace fusionnel, tout premier chakra, hein. On est vraiment dans l'éros, et là on est dans la dimension du feu et de la passion, et c'est normal, je dirais, qu'il y ait de l'avoir. Et les personnes parlent, le vocabulaire utilisé, c'est souvent ça, hein. Je te veux, je t'ai dans la peau, on est vraiment dans je t'ai, hein, voilà. Et ça, c'est légitime dans cette orientation-là, qui est la base d'Eros. Eros, c'est vraiment la communion charnelle, voilà. Et donc, ça a à voir avec l'avoir. Voilà. Et c'est normal de jouer ce jeu-là, mais le temps d'un instant. Parce que si vous le jouez plus que le temps d'un instant, vous allez avoir des soucis, hein, dans la dimension amoureuse. Si vous voulez rester collé dans je te veux, je te veux, je te veux, et je te veux pendant des années, comme l'autre ne nous appartient pas et que personne ne nous appartient, qu'a priori nous sommes des êtres libres et que personne n'appartient à personne, il va vous arriver des malheurs si vous persévérez et insistez dans je te veux et je veux t'obtenir et je veux te garder et je veux que tu sois à moi et rien qu'à moi, hein. Donc ça va 5 minutes pendant que vous êtes dans la flamme de l'éros, mais après ça devient carrément immature si vous continuez avec ça alors que voilà, c'est l'espace d'un instant, d'un moment comme ça, pas plus, quoi. Mais si vous insistez lourdement avec ce « je te veux » pendant des années, des mois, et « je veux que tu sois à moi, rien qu'à moi », vous allez avoir des problèmes, hein. Et en général, c'est ce qui se passe. J'ai l'air de rigoler, comme ça a l'air léger, mais combien de couples je vois arriver avec des problématiques dans ce genre, parce que la personne adulte continue de croire que c'est normal, qu'elle doit l'avoir à elle, hein. Avec l'exclusivité, je ne vous raconte pas l'histoire, hein, comment ça fait souffrir, de se dire je dois l'avoir et c'est normal. Il est à moi, il est à moi. C'est écrit sur le papier, contrat de mariage, il est à moi. Alors personne n'est à personne, hein, mais c'est très curieux comment ça se joue à cet endroit-là et comment plein de personnes tombent dans le panneau et elles se disent voilà, il est à moi, donc il est à moi. Je suis à lui, tu es à moi, je suis à toi. Alors ça c'est bien dans l'espace fusionnel, ça va 5 minutes, on peut s'amuser avec ça. Mais comment continuer de croire quand on est adulte à cette histoire-là? C'est juste incroyable. Je suis toujours très étonnée de voir dans mes patients combien ils peuvent rester avec je te veux, je te veux, je te veux, t'es à moi. Non, personne n'est à personne. Bon, enfin bref, ça c'était pour le clin d'œil. Donc, ça c'est l'avoir dans la relation amoureuse. Donc, plus il va y avoir de l'avoir et plus il va y avoir de la dépendance affective.
Hein, plus on est dans je te veux, je vais m'agripper à toi, sans toi je ne suis rien, etc. Plus on va voir apparaître des problématiques de dépendance affective qui sont parfois très lourdes. Hein. Et donc, avec la passion, il va y avoir aussi souvent de la violence. Parce que plus il y a de la passion, plus il y a de la violence. Ça va avec, hein, c'est en dessous de la ceinture. Donc tout ça, c'est un... Alors, et plus on reste là-dedans et qu'on s'encline à persévérer dans je te veux, je veux t'avoir et je suis addict à l'intensité de la passion amoureuse, etc. Et plus je renforce et j'alimente ce cercle vicieux, quoi. Hein, et ça peut être souffrant. Voilà. Après, pareil, dans l'amour, il peut y avoir, dans la relation amoureuse, donc soit la branche avoir, soit la branche être. Et d'ailleurs, il y a un joli terme dans le vocabulaire que j'aime bien, c'est être en amour. Il y en a qui disent ça, hein. Il y a qui disent je te veux, et d'autres qui disent je suis en amour. C'est joli comme terme, je suis en amour, je suis en love. Ouais, les Canadiens, ils disent ça. Et donc, je trouve ça joli parce qu'il y a le mot être qui apparaît. Donc, et pour moi, il y a plus une connotation d'être en amour pour la vie, quoi, pour tout ce qui se présente, pour une forme de gratitude envers la vie, pour ce qui est. Hein. Je suis en amour, mais ça ne veut pas dire, voilà, je suis en amour parce que j'ai un objet et je m'accroche et je m'agrippe à l'objet d'amour. D'ailleurs, on parle, c'est marrant parce que dans le vocabulaire psy, on dit un objet d'amour. Hein. On parle comme ça, hein, c'est le vocabulaire, c'est bien un objet, quoi. Donc, un objet remplaçable, en plus. Donc voilà, donc être en amour, c'est pas pareil que de vouloir posséder quelque chose, d'être pris par les objets d'amour. Pareil pour le mode faire, hein, c'est la même chose. Il y a deux branches dans le mode faire. Il y a le mode faire qui va sur la branche avoir et le mode faire qui va sur la branche être. Hein, le mode faire qui va sur la branche avoir, c'est ce qu'on appelle les désirs hétérocélites. Donc c'est je fais quelque chose pour obtenir et pour réussir quelque chose. Alors que sur le mode être, c'est par exemple quand vous faites quelque chose d'autotélique, c'est quand vous faites quelque chose qui a sa propre finalité en elle-même. C'est-à-dire, par exemple, vous faites de la musique, je sais pas, vous mettez à faire du piano par exemple, ben, soit c'est sur le mode être, c'est-à-dire tu fais quelque chose simplement pour le plaisir de jouer sans chercher à obtenir un résultat, à faire joli, à te mettre en compétition pour passer un concours. Tu ne cherches pas de résultat, tu ne cherches pas à obtenir quelque chose. Il y a de prouver à toi-même que tu vas être meilleur que hier. Voilà. Tu fais juste pour la propre finalité simplement de jouer et le plaisir que tu as de jouer. Parfois, dans ce mode-là, qui est le mode être du faire, on va voir par exemple que dans la danse, dans certains arts comme ça peut être la danse, le chant, peu importe, à un moment donné on dit le danseur devient la danse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que le mouvement se fait de lui-même. C'est-à-dire il n'y a plus quelqu'un qui fait quelque chose, il n'y a plus quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui veut faire un joli mouvement. L'inspiration, il est pris par l'inspiration et le mouvement se fait de lui-même. C'est-à-dire que la grâce arrive parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui cherche à aller quelque part, qui cherche à obtenir un résultat. Et ça, c'est le faire dans l'être. Voilà. Donc distinguer le faire dans l'être du faire dans l'avoir, ou quand on fait quelque chose pour obtenir quelque chose, pour aller dans une finalité, hein, chercher un résultat, ça fait pas la même chose. Enfin, c'est pas le même résultat, c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même goût. Voilà. Il y a un goût différent entre faire pour avoir ou faire dans l'être. Et les deux sont, il n'y a pas quelque chose qui est bien qui est mal. Hein. Les deux sont intéressants, c'est juste pas vécu de la même manière. Voilà. Je voudrais revenir sur les profils qui sont beaucoup dans l'avoir, donc qui sont, alors là j'avais parlé de l'amour, mais sinon les personnes qui ont un profil plutôt pour aller vers le monde extérieur, hein, ou qui sont aussi très proches du monde du faire, parce que faire c'est agir sur la matière, sont souvent des gens qui sont très kinesthésiques aussi, qui ont tendance à sentir les choses dans le corps, voilà. Et les personnes qui sont beaucoup dans les bricoleurs, les manuels, les gens qui aiment faire, quoi, qui aiment bien toucher, hein. Toutes les personnes qui sont kinesthésiques et qui ont un sensoriel développé. Donc très souvent, ces personnes-là, elles aiment bien agir. Penser, c'est pas leur mode préféré, hein.
ni sentir avec le cœur. Ici, on est plutôt dans le mode ce qui a été développé ici, c'est tout ce qui est kinesthésique. Donc il y a un appel pour elle, et c'est un profil de personnalité, hein, c'est un canal, où il y a une préférence pour ce monde-là. Voilà, donc on n'est pas formatés les uns et les autres par les mêmes profils de personnalité. On a tous des conditionnements et des croyances différentes, et on n'est pas fait pour les mêmes choses. On est appelé, on a des aspirations souvent différentes. Hein. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que les personnes qui sont plutôt sur un profil avoir, qui ont une dominance sur l'avoir, elles ont une facilité à aller vers le monde extérieur, à appeler les gens, à aller entreprendre. C'est naturel, en fait. Elles ne font pas d'efforts pour aller vers les autres, vers le monde extérieur. Alors que celles qui ont une prédominance sur le monde être, en général, c'est pas du tout pareil. Elles vont laisser les choses venir à elles. C'est-à-dire que souvent, vous allez remarquer, elles ne prennent pas trop leur téléphone pour appeler, elles ont plutôt tendance à laisser les gens les appeler, elles sont pas trop dans des démarches à aller vers les autres. Et elles se sentent souvent, celles qui sont dans l'être, elles ont souvent l'impression d'être envahies par les autres. Donc, et elles sont plus dans le présent que les autres. Dans le monde à voir, on est plus orienté sur le futur. Futur, entreprendre, objectif, etc. Dans le monde de l'être, on est plus dans laisser les choses venir à soi. Et ce n'est pas du tout les mêmes profils. C'est pas du tout le même type de personnes. Il y en a qui sont vraiment en préférence sur l'être et du coup elles sont plus dans la rêverie, dans la poésie, dans l'imaginaire et elles sont bien avec ça. Hein. Il ne faut pas trop les forcer à aller faire des tas de trucs parce que c'est pas trop leur tasse de thé. Donc c'est important ce que je dis parce qu'il ne faut pas leur en vouloir qu'elles ne soient pas dans j'entreprends pas, je suis pas beaucoup armée pour passer ma journée à faire 10 000 trucs. Alors que celles qui sont dans le mode être, dans le mode de l'avoir, justement, pour elles c'est naturel, il n'y a pas d'effort à faire pour entreprendre. C'est beaucoup plus facile. Elles sont plus outillées pour aller vers le monde extérieur, alors que les autres sont outillées pour aller vers le monde intérieur. C'est des complémentaires, hein, bien souvent. Quelque chose que je trouve intéressant à regarder, c'est l'analyse des besoins fondamentaux de l'homme. Je cherche mon feutre. Voilà, je te remercie. Donc il y a 3 besoins fondamentaux, et après je vous laisserai la parole, chez les êtres humains. Donc ça c'est une grille d'analyse transactionnelle. Donc il y a les besoins de signes de reconnaissance. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les caresses verbales et physiques. Il y a les besoins de cohérence. Je vais développer un. Et les besoins de structuration du temps. Ça, c'est les besoins fondamentaux. Et moi, j'avais envie de faire un lien avec les modes avoir, faire et être, avec ces 3 types de besoins. Donc les besoins de signes de reconnaissance, hein, je vous rappelle que c'est les besoins d'être nourris en caresses verbales et physiques. On a tous besoin de contact, de compliments, de contact, de sentir de la chaleur, de l'amour, appelez ça comme vous voulez, du réconfort, donc des contacts verbaux, des échanges verbaux et des caresses non verbales. Hein. On a besoin d'être touché aussi. Donc ça, c'est des besoins vitaux chez l'être humain. Donc ces besoins de signes de reconnaissance, on va voir que dans le monde de l'avoir, c'est pas la même chose que dans le monde de l'être. Déjà, ces besoins de signes de reconnaissance, dans le monde de l'avoir, il y a beaucoup d'intensité. Hein. Quand on est, je sais pas, que si vous avez projeté d'aller faire un voyage et que, tiens, ça y est, hop là, votre projet se réalise. Ou alors vous avez rêvé d'accéder à tel projet professionnel et d'un coup ça se réalise. Donc dès que quelque chose se réalise, il va y avoir de l'intensité à la clé. Pareil pour la passion amoureuse. Hein. Vous rêvez de cette personne, vous l'avez, hop, d'un coup au début il y a de l'intensité. Ça va avec l'avoir. Donc il y a beaucoup de signes de reconnaissance échangés qui sont dans l'intensité, qui sont forts dans le monde de l'avoir. Dans le monde de l'être, ça peut être fort aussi, mais c'est avec soi, très souvent, c'est dans le seul à seul. Ici, on va être dans la relation, dans le monde de l'avoir. Alors que dans l'être,
dans la rêverie, dans la poésie, dans l'imaginaire, etc., dans l'intériorisation. Dans cette richesse-là, il peut y avoir des signes de reconnaissance, mais c'est plutôt dans le retrait, dans le seul à seul, alors qu'ici on est dans la relation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont shootées à l'intensité dans l'avoir et qui ne peuvent pas s'en passer. Et que ça va marquer une forme de dépendance à l'intensité. Et bien souvent, ce qu'on va leur conseiller, la piste qu'on va leur conseiller en disant mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes addict à l'intensité en faisant, arrêtez pas de vous agiter, là c'est fatigant, ou en étant dans une relation amoureuse c'est fatigant. Donc est-ce que vous pouvez revenir dans le seul à seul, ou peut-être ça va vous paraître fade, parce que très souvent ceux qui sont addicts à l'intensité dans l'avoir et dans la relation, ou dans le faire, eh bien ils savent pas, ils n'ont pas développé l'être, parce qu'ils sont trop ici. Et du coup, ils trouvent que c'est tiède ou fade quand ils sont tout seuls. Parce qu'ils n'ont pas développé ce mode, justement, de la richesse intérieure, de la connexion à soi, de la rêverie, du sentiment d'être nourri et dans la plénitude avec soi-même. Et donc, du coup, ils courent dans l'avoir, ils courent dans la relation, parce que ce mode aide est appauvri. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a une vraie souffrance avec ça. Et ils vont préférer toujours cette espèce de mouvement à courir après des chimères, quelque part, pour sentir cette intensité et pour se sentir vivant, avec l'addiction à la clé. Voilà. Donc souvent les pistes, quand moi je vois apparaître des personnes qui sont trop ici, trop vraiment en prédominance sur je cours après faire, entreprendre, avoir, posséder, etc. Je leur dis mais est-ce que ici c'est déployé? Est-ce que le mode être, je ne dis pas comme ça, mais est-ce que vous savez dans l'immobilité par exemple, c'est ce que je leur dis, est-ce que quand vous êtes tout seul à ne rien faire chez vous, à être immobile, comment c'est pour vous? Alors, très souvent, ils me disent « Ah, je ne supporte pas d'être immobile, il faut que je bouge, je suis hyperactif, je ne peux pas rester 5 minutes sans rien faire, c'est horrible, il faut que je fasse plein de trucs, Bon, d'accord. Hein. Mais est-ce que vous pouvez commencer à goûter quelques moments de tranquillité à être immobile et que ce soit quand même agréable, même si ce n'est pas très agréable, mais au moins de goûter ce monde, qui est un monde à part entière, pour justement équilibrer et alterner entre des périodes où vous allez pouvoir être tranquille, à vous reposer chez vous et à être plein de vous-même, et en même temps à pouvoir avoir le plaisir d'aller faire des choses. Mais si vous êtes que sur le monde du faire, vous êtes comme un hamster qui court dans sa cage, après faire, et vous allez vous épuiser. Parce qu'ici c'est fatigant l'intensité, hein. Ça épuise l'organisme et le système nerveux. Donc c'est important d'avoir des plages d'alternance, des moments où on est tranquille à ne rien faire et on est bien avec soi-même, et des moments où on est là à entreprendre le monde, à faire des tas de trucs, à bouger partout, voilà. Mais il faut qu'il y ait un certain équilibre. Et quand il y a un déséquilibre, les personnes, elles sont vraiment très très malheureuses ou très mal, à tel point qu'il y en a qui... Moi j'ai vu que des personnes qui sont presque suicidaires, hein, à force d'être toujours dans ce monde de l'avoir et à tourner en boucle là-dedans. C'est très très angoissant, très anxiogène. Il y a beaucoup d'anxiété ici, à vouloir arriver à des objectifs, et parfois on les atteint, parfois on les atteint pas. Donc il y a énormément d'anxiété à développer, à être identifié à ce monde de l'avoir. Voilà. Et c'est vécu, le monde de l'être est vécu comme fade et tiède. Donc à rehausser, hein, le goût de l'être, et surtout, premier ingrédient, rehausser la saveur. Mais la deuxième chose, c'est pouvoir associer ici l'immobilité avec c'est-à-dire ne rien faire, hein, puisque être, c'est être plein de soi, c'est la richesse intérieure, mais on n'est pas en train de bouger beaucoup, il n'y a pas besoin de s'agiter là. Hein. Donc c'est l'immobilité tranquille, au lieu de vivre une immobilité angoissante, vide. Et ça, c'est une nouvelle association qui n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que d'un point de vue physiologique pur, la plupart des gens qui sont traumatisés, ils vont développer... Enfin, le constat que vous allez faire, même sur vous, ça peut être possible, c'est que l'immobilité va être associée à quelque chose d'anxiogène. C'est pas tranquille. Donc il faut bouger. Pourquoi? Parce que l'antidote du traumatisme ou du figement, c'est le mouvement. Donc la personne, dès qu'elle se met en mouvement, qu'elle soit dans sa tête ou physiquement, dès qu'elle est dans le faire quelque chose, même fabriquer des pensées, etc., dès qu'elle est dans le faire, elle sort de cette histoire de figement. Donc elle n'est pas dans une immobilité angoissante. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hyperactifs et qui sont déchaînés sur le mode de l'avoir.
non seulement la société amène à ça, hein, on est dans une société de consommation, mais en plus, il y a des personnes archi-traumatisées qui ne peuvent pas tolérer l'immobilité tranquille. Donc elles ne peuvent pas rester sans rien faire, c'est pas possible. C'est anxiogène. Et donc ces personnes-là doivent apprendre très, très petitement, hein, à trouver agréable ces petits moments d'immobilité tranquille. Voilà, donc ça va être une piste, mais évidemment ça va être petit, parce que très très vite c'est « Ah, si je fais rien, mon Dieu », c'est associé comme à une petite mort. Hein. Voilà, donc trouver de l'intensité au lieu de dire « mais c'est fade, je m'ennuie, il ne se passe rien, c'est vide et tout », pour revenir à l'être, et puis goûter cette immobilité tranquille qui peut être relaxante. Hein. C'est aussi une forme de paix, de se reposer. Se reposer, c'est une grâce. Hein. C'est pas je fais rien, j'entreprends rien, je suis nulle. Non, je fais rien, c'est une grâce. Voilà. Donc, et ceux qui sont sur le mode être, ils ne le vivent pas du tout comme ça. Hein. Mais alors, pas du tout. Jamais ils diraient mais je bouge pas, mais c'est génial. Je bouge pas, je rêve. Je bouge pas, c'est tout un monde. C'est tout un univers, ceux qui sont dans la dominance être. Hein. Mais pour les personnes qui sont à dominance avoir, c'est juste horrible. C'est abominable. Voilà. Donc, c'est toute la différence. Alors que eux, ils voient cela, enfin ceux qui sont dans cette dominance, ceux qui sont dans l'être, ils les trouvent agités. Ils disent, mais t'arrêtes de t'agiter dans tous les sens, moi je suis tranquille, je suis posée là, t'arrêtes pas de brasser de l'air. Donc c'est toute la différence entre les dominances de profil, mais on ne fait pas exprès d'être dans l'un ou dans l'autre. Hein. Ce sont des natures comme ça, c'est des profils de personnalité. Voilà. Et je vous avais dit que l'excès ici, quelqu'un qui est en excès d'être, c'est pas mieux. Hein. Tous les excès sont hein. L'excès d'être, à ce moment-là, il ne va plus dans le monde. Hein. Donc il est un peu tout seul, barré dans son monde, un peu déconnecté. Quoi, hein. C'est bien aussi d'être ancré et enraciné quand on est intériorisé. On dit toujours, c'est bien de méditer pendant des heures et des heures ou de faire tout ce qui a trait, enfin d'être en contact avec la reliance, la spiritualité, tout ce que vous voulez, mais à condition d'être dans les pieds dans la terre. Hein. Sinon, on a les pieds qui ne touchent pas terre. Hein. Donc il y en a, on dit perdre pied. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Donc c'est ok d'être vraiment, de développer l'être à condition d'être enraciné. Voilà. Donc ça c'est une chose aussi. Hein. Donc j'étais sur les besoins de signes de reconnaissance hein, et de voir que le curseur il est souvent très fort. Il y a beaucoup de signes de reconnaissance dans le monde de l'avoir. En général, les gens qui sont ici dans ce monde de l'avoir vont évaluer que dans l'être, dans le seul à seul, c'est faible. Et donc à voir comment ça peut être développé. Hein. On peut comment la personne elle peut trouver des signes de reconnaissance importants dans l'être et pas que dans l'avoir. Les besoins de cohérence, deuxième point. Les besoins de cohérence, ça c'est des besoins fondamentaux chez l'être humain. C'est des besoins aussi qu'on appelle de donner du sens à la vie. Qu'est-ce que je fais là? Après quoi je cours? Est-ce que le monde dans lequel je vis me paraît logique, cohérent? C'est le monde de la raison, hein, le monde de la logique. Il y a des causes et il y a des effets. Voilà. Donc on a besoin, pour éviter de trouver la vie sur Terre complètement absurde, de donner du sens et de donner de la cohérence à nos systèmes de croyances, de valeurs. Sinon, c'est presque, on devient fou, hein, sinon c'est insoutenable. Donc la plupart des personnes sur Terre ont ces besoins-là, hein, et certaines plus que d'autres. Moi, il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup besoin de cohérence, parce que dès qu'il y a des choses qui deviennent pour elles incohérentes, alors là, je ne vous raconte pas, c'est le désordre complet et elles ne peuvent pas le gérer. Hein. Donc regardez où vous en êtes sur vos besoins de cohérence, et donc ça fait partie de nos besoins fondamentaux. C'est pour ça qu'on va aimer donner du sens à ce qu'on entreprend. Il y en a même qui ont développé des thérapies là-dessus, hein. Donner du sens à sa vie, quelle est ma mission de vie, mon plan de vie, ma mission sur... Enfin, tous ces trucs-là, hein, renvoient à ces besoins de cohérence. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Moi, je vous questionne là-dessus, hein. Je ne suis pas en train de dire ça existe, ça n'existe pas. Néanmoins, regardez jusqu'où vous allez dans vos besoins de cohérence. Hein, jusqu'où c'est important pour vous de donner du sens à ce que vous faites, à ce que vous réalisez, à votre vie. Voilà. Mais ça va avec ça, hein, avec les besoins de cohérence. Et donc, dans le mode de l'avoir, pareil, toujours pareil, avoir et être, hein, les besoins de cohérence vont être très forts. C'est-à-dire qu'ici, ce que j'ai expliqué, c'est que pour les personnes qui ont une prépondérance sur l'avoir, ce qui va être important, c'est toujours d'avoir une certaine logique des causes et des effets. Ceci explique cela. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Voilà.
Il faut que... C'est le monde binaire, hein, comme les informaticiens, c'est 0 ou 1. Il faut comprendre les choses, il faut que ce soit rationnel. Voilà, on est dans le monde de l'avoir. Sinon, c'est pas jouable quoi, pour la personne. Voilà. Alors que dans le monde de l'être, les besoins de cohérence sont pas très prépondérants. Les personnes qui sont vraiment branchées sur l'être, bon, ben, c'est plutôt la poésie, c'est plutôt la globalité. On n'est pas dans le monde de la causalité, c'est pas très important. Voilà. Le regard est autre. Hein, un regard artistique ne s'intéresse pas si c'est cohérent, pas cohérent, vrai, faux, intéressant, pas intéressant, on s'en fout. C'est pas là la question. Hein, voilà, on est dans autre chose. C'est pas le même monde. Donc c'est intéressant de voir hein, comment ça peut être vraiment différent d'un monde à un autre. Et dans les besoins de structuration du temps, pareil. Hein. Alors les besoins de structuration du temps, c'est la question ici qui est soulevée, c'est on n'est jamais sans... On passe notre temps à chercher à structurer notre temps. Même ce qu'on appelle le vide n'existe pas, il n'y a jamais de vide. Hein. On va soit être dans des... Là par exemple, bah, on est en relation d'activité, c'est une activité, une conférence. Vous pouvez être soit dans une activité, vous pouvez être soit dans un rituel, bonjour, voilà. On peut être soit dans un passe-temps, on parle de tout et de rien. Enfin, on va structurer notre temps de façon à ce qu'il se passe quelque chose dans cet espace-temps. Hein. Et donc, ce sont des besoins de structurer le temps pour l'être humain et de ne pas laisser le temps comme ça dans l'intemporalité. Alors, évidemment, vous avez vite compris que dans le monde de l'être, le temps n'est pas vu du tout de la même manière, dans cette dimension-là, puisqu'on est beaucoup plus dans un espace de temps intemporel, et les personnes qui sont en profil dominant sur le mode être, elles sont beaucoup plus dans le présent et beaucoup moins axées sur passé, présent, futur, alors que celles qui sont dans l'avoir, elles vont avoir une tendance en général à être beaucoup plus axées sur justement le passé dit des choses sur le présent qui dit des choses sur le futur. Voilà. On est beaucoup plus dans un espace temporel, alors que dans le monde de l'être, c'est beaucoup plus intemporel. C'est différent. Voilà. Donc ici, les personnes qui sont beaucoup plus dans l'avoir, sur cette dominance-là, c'est important de structurer le temps, mais très important. On ne laisse pas le temps comme ça, vaquer à tout et à rien. Non, il y a des programmes. Ici, il y a des programmes. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 10 ans. Tout est programmé, c'est un peu des robots. Et surtout, il ne faut pas trop les déprogrammer, parce que là, ils commencent à être angoissés. Hein. Il y a un système ici, dans ce monde de l'avoir, qui est un système d'amortir son temps. Il faut que le temps soit amorti. On est dans le monde de l'avoir. Hein. Donc il faut profiter de son temps, il faut gagner son temps. Sinon on perd du temps. Donc voilà, c'est comme un débit crédit. Donc le matin, je me réveille. Bon, comment je vais profiter? Ça. Là, ça fait du plus, sinon ça fait du moins. Ça, c'est le système du monde avoir. Donc la personne, elle est en détresse si elle a fait du moins dans sa journée. Il faut qu'elle compense par faire du plus demain. D'accord? Et puis dans le monde de l'être, pas du tout. Aucun rapport. On n'est pas du tout dans une dynamique de qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui, qu'est-ce que je vais perdre. Les choses arrivent au fur et à mesure. C'est pas le même monde. Deux mondes différents. Finalement, il a tout gagné, celui qui est dans l'être. Non, je vous ai dit, non. Donc attends, tiens. Donc, redis ce que tu as dit. Je disais, finalement, il a tout gagné, celui qui est dans l'être, finalement. Non, absolument pas. J'ai l'impression. Non, pas du tout. Faut pas croire. C'est pas forcément mieux parce qu'il y a une difficulté à se mettre dans la dynamique d'aller vers le monde, d'aller faire des choses, d'aller agir sur le monde. Ça demande un effort, c'est coûteux. Donc il y a plus une tendance à revenir à la rêverie et donc à l'inhibition comme ça. Et il peut y avoir trop de freins. Il n'y a que l'équilibre, c'est-à-dire la capacité de circuler de l'un à l'autre qui est intéressante, qui est importante. Quand tu es trop dans l'un ou trop dans l'autre, il y a des difficultés dans l'un ou l'autre. Mais franchement, c'est pas mieux ni l'un ni l'autre hein, dans les excès. Ça a l'air, mais pas du tout. Parce qu'il y a quand même l'énergie, hein, notre moteur, l'énergie vitale, elle est aussi beaucoup dans le fait de faire ce qu'on aime, d'être dans le plaisir de l'action. Il y a beaucoup d'énergie à être dans l'élan de vie. On est incarné pour faire, pour agir, on est dans la matière, quoi. Donc être que, tu vois, dans la rêverie, rester à rêvasser, au bout d'un moment, c'est un déséquilibre aussi. Dans l'inaction, c'est pas non plus... c'est un autre monde. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on prône en thérapie, c'est de dire, écoutez, est-ce que vous pouvez passer des moments
dans les retrouvailles avec vous, dans ce qu'on appelle une solitude pleine, et des moments où vous allez vers le monde extérieur, dans la relation, dans le monde de l'action, dans les objectifs. Mais est-ce que vous pouvez aller dans les deux? Là, parce que sinon, si vous êtes trop dans la relation, vous allez vous noyer dans la relation. Et si vous êtes trop dans la solitude, pour certains, ils s'extraient du monde, quoi. Ce sont des ermites à un moment donné. Ils ne sont plus en contact avec les autres, quoi. Donc les deux sont importants, à mon sens, mais quel est l'équilibre et comment je vis ça, moi? Je vais vous laisser un petit temps de parole, parce que j'ai beaucoup parlé, donc en général je m'arrête. C'est les besoins de structurer son temps. Donc tu vas voir que c'est différent si tu es dans une prédominance avoir ou une prédominance de l'être. Tu ne structures pas ton temps de la même manière. Autant le monde de l'avoir, enfin celui qui préfère l'avoir, il est plutôt dans présent, passé, présent, futur. Et souvent orienté sur structuration des tâches, hein, tu sais, petit 1, petit 2, petit 3. Aujourd'hui on fait ça, après on fait ça, après on fait ça. Voilà, hein. Alors que l'autre, c'est pas du tout cette question-là qui se pose. C'est plutôt, on est dans la voie du sentir. Donc la personne, elle va faire, mais ça va passer par son ressenti. Si je le sens, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas. Je suis fatiguée, je le fais pas. Je suis en forme, je le fais. J'écoute. En fait, il y a une histoire dans l'être. Il y a une histoire de j'écoute mon ressenti. Dans la voir, on n'écoute pas le ressenti. Si on fait parce qu'il faut faire, parce que c'est l'heure. Voilà, il y a écrit sur le papier, c'est l'heure, faut le faire. Tu vois la différence, c'est pas du tout le même monde. Équilibré, ça pourrait être le faire finalement. Dans le faire, on a une partie de soi qui participe beaucoup. Et beaucoup de ce qu'on est qui est dans le faire. Et on peut aussi arriver à un objectif aussi. Parce qu'on n'a pas trop parlé du faire là. Ouais, alors dans le faire, il y a le faire qui va, j'avais dit, le faire qui va vers l'avoir et le faire qui va vers l'être. À mon avis, il y a un peu des deux. Si tu arrives à équilibrer un peu des deux, un coup du faire qui va effectivement agir pour aller vers entreprendre, avoir le goût du plaisir d'entreprendre, etc. Et en même temps, être OK d'être déçu si jamais ça ne se réalise pas comme tu l'attends. Hein? Et le faire dans l'être, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est je fais une chose simplement parce que, par exemple, je faisais de la cuisine tout à l'heure, je fais de la cuisine simplement, pas parce que je sais qu'après il y aura un résultat XY, c'est bon, c'est pas bon, à la limite, ça sera ce que ça sera, j'en sais rien tout à l'heure. Mais je sais parce que j'ai le plaisir de cuisiner, ça m'amuse de cuisiner. Hein? Donc, c'est pas la même chose. Tu vois, le faire dans l'être que le faire dans l'avoir. Toujours pareil. Et je pense que c'est bien de circuler d'un pôle à un autre. Ce qui me semble compliqué et souffrant, c'est de rester fixé sur un pôle. Tu vois, ou d'avoir une dominance et de ne pas circuler librement d'un pôle à un autre. C'est ça qui me paraît plus nuisible. Oui, je voulais juste, à titre de témoignage, quand vous parliez d'immobilité tranquille, moi j'ai appris à goûter à cette forme d'immobilité tranquille, d'autant plus que quand on a une tendance à être un peu dans le faire, dans l'agir, c'est par la pratique de la méditation, qui est vraiment une expérience qui permet de goûter cette présence à soi qu'on peut avoir par moment quand on se pose, quand on regarde ce qui se passe dans nos pensées, comment ça se percute et comment on apprend on essaie d'apprendre à les mettre à distance, et voilà. Et avec les retombées aussi, même dans le faire et dans l'agir, c'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre à goûter, par exemple lorsqu'on marche, avoir une forme de marche méditative. Percevoir qu'est-ce qui se passe quand on pose le pied dans le sol, sur le sol, les sensations, l'air, voilà, les pensées aussi. Cette forme de recul qu'on peut avoir par la méditation me paraît très intéressante pour retrouver l'immobilité tranquille, le plaisir de l'immobilité tranquille, qui peut être anxieuse au départ, quoi. Exact. Tout le travail de la pleine conscience, de la méditation, de la pleine conscience, qui est assez à la mode aujourd'hui, le mindfulness, s'oriente là-dessus. Sur cette compétence, et ça c'est une piste aussi que j'avais donnée dans l'article, qui est d'aller goûter sensoriellement ce qu'on entreprend, ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on pense, etc. Parce que tout peut avoir une saveur sensorielle, puisque nous sommes des êtres de sens, on a nos 5 sens, et donc à partir de là, revenir aux sensations, revenir à l'observation aussi, à l'observation mais pas que, mais à goûter sensoriellement ce qu'on vit,
qu'on appelle faire en pleine conscience, c'est vraiment une piste pour sortir de faire pour faire, agir pour agir, et être bloqué et s'agripper à nos attachements en se disant si j'ai pas c'est un échec, je suis malheureux, j'en souffre, etc. Voilà. Et donc ça c'est vraiment important de trouver des pistes comme ça pour revenir à goûter la vie sensoriellement. Par la pleine conscience et par d'autres biais, hein, peu importe. Hein, mais revenir aux sensations, à cette écoute des sensations, ça aide. Hein, si vous mangez une pomme et que vous êtes vraiment dans je suis avec la pomme que je mange et dans la saveur de la pomme, plutôt que d'être barré dans qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure et pourquoi j'ai pas réussi ce truc-là et l'autre il n'est pas là, il devrait être là, etc. Voilà, vous n'êtes plus là. Donc revenir vraiment à qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant et est-ce que je peux goûter sensoriellement ce que je suis en train de faire. C'est une autre manière d'avoir de la gratitude envers la vie parce que vous honorez votre fabrique humaine. Puisque le bébé qui arrive au monde, il arrive avec d'abord ses 5 sens. Il n'est pas tellement dans l'élaboration mentale. C'est pas là encore, c'est pas présent. Ça vient qu'après ça. Donc si on revient et qu'on célèbre ce pour quoi on est fait, c'est-à-dire notre sensorialité, à ce moment-là, on redevient beaucoup plus comme des tout petits, quoi, hein, dans cet émerveillement de la sensorialité. Et là, vous équilibrez aussi hein, entre ces dominances voilà, de l'avoir, de faire, d'agir, de s'attacher à tout et n'importe quoi. Hein. Parce que tout ce qu'on a nous est retiré, on peut le perdre à tout instant. Donc, ce que je disais, c'est vivre avec le principe de l'impermanence, c'est une deuxième manière pour se détendre un peu. Puisque bon, voilà, je sais que là, je profite de ce qui est là, mais si demain je ne l'ai plus, est-ce que je vais me mettre martel en tête et me désespérer là-dessus pendant 107 ans? Alors oui, je peux souffrir, mais je suis au courant que ça peut partir. Tout ce à quoi on tient, ça peut partir. Et si vous partez du principe que toute relation ou n'importe quoi peut partir d'un moment à l'autre, et vous êtes d'accord avec ça, vous êtes beaucoup plus peinard. Hein. Vous allez moins vous prendre la tête. Hein. Ah oui. La tête parce qu'on veut pas, on veut que ce soit stable. Donc les personnes qui sont, ah oui aussi il y a quelque chose que je voulais dire, une analyse que j'avais faite, c'est que les personnes qui sont très mobilisées sur l'avoir, qui sont donc très inscrites sur l'avoir, sont aussi beaucoup inscrites sur le besoin de sécurité, le besoin de stabilité, de faire durer les choses. J'ai besoin que ça s'inscrive dans le temps, que ce soit linéaire et stable. Donc je m'accroche à ça. Celles qui sont plus aventurières ou qui ont compris cette histoire d'insécurité permanente, que rien n'est acquis pour jamais. À ce moment-là, advienne qu'adviendra. Hein. Je l'ai, c'est bien, super. Je l'ai pas, je l'ai pas. On continue. Hein. On continue les expériences. Parce que l'incarnation, c'est l'expérientiel. C'est cette somme d'expériences. On est fait pour expérimenter plein de choses. Donc faisons-le. L'agréable et le désagréable. Faisons-le. Expérimentons tout, on verra bien. Voilà. D'autres témoignages ou ce qui pourrait m'importer, moi, ce serait de voir comment vous vous situez. Quels sont, parce qu'en général, vous connaissez quand même. Vous connaissez vos dominances ou vos tendances, puisque bon, quand même, arrivé à un certain âge, on voit un peu comment on fonctionne. Donc, ça pourrait être intéressant que vous puissiez distinguer si vous êtes plus dans cette nature ou dans celle-là. Et puis voir si vous avez déjà trouvé des pistes pour équilibrer, passer d'un mode à un autre, ou si vous êtes bloqué dans un mode et que vous avez du mal à en sortir. Voilà. Moi, ça m'intéresserait de voir si certains d'entre vous sont férus dans un mode ou dans un autre, ou s'ils ont des compagnons. Ça peut être aussi intéressant de voir, parce que dans les couples, bien souvent, on va voir apparaître l'un et l'autre, hein, comme par hasard. Parce qu'il y a une recherche de la complémentarité. Il y en a un qui est vécu comme dynamique, et l'autre un peu plus comme tranquille, ou... Ouais, il y a un besoin de s'accorder avec quelqu'un qui est complémentaire, pas quelqu'un comme nous. Vous avez de pareil, ça s'annule en général. Ça s'intéresse pas trop. L'idéal, hein, c'est de passer d'un mode à l'autre. Hein. Oui, mais je trouve que ça s'équilibre. Moi, je me retrouve dans les deux, mais je trouve pas que ça s'équilibre forcément. Oui. Voilà. Il y a plutôt une contradiction que non, on est bon.
Moi, je me reconnais dans les deux, donc dans l'être parce que je suis très à l'écoute de moi-même, de mes sens et de tout ça. Je m'écoute beaucoup, je m'accorde beaucoup d'attention sur ce que je suis bien, je suis pas bien, et j'adore être seule. Et à côté de ça, je me laisse aussi piéger beaucoup dans l'avoir avec l'addiction à l'intensité. Mais je trouve qu'il y a une contradiction dans tout ça parce que finalement, j'arrive pas à m'engager dans une relation. Parce que j'aime trop être toute seule et en même temps, j'aime trop l'intensité aussi. Et voilà, je trouve qu'il y a un peu une contradiction entre les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas s'il y a un rapport entre entre le goût de l'intensité de la relation et le fait de ne... Quel rapport tu vois et le fait de ne pas t'engager? C'est la peur d'être malheureuse, de souffrir? Non, c'est que, je sais pas, s'engager, il y a un côté angoissant pour moi, le fait de m'ennuyer peut-être après ou de plus être dans l'intensité, enfin, voilà. Oui, ça s'appelle l'addiction à l'intensité. Oui, j'avais compris. Oui, alors, c'est pas forcément un problème, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas forcément... Parce que sinon, ça voudrait dire que c'est mieux de s'engager que de ne pas s'engager, tu vois. Est-ce que c'est pas... Il y a pas... ce qui est plus embarrassant ici, ce que tu décris, c'est plus l'addiction à l'intensité qui fait qu'il faut toujours qu'il y ait du fort quelque part. Ouais. La passion, du fort. Et ça peut être bien par moment, puis parfois ça peut être un peu handicapant. C'est vrai. Un peu fatigant surtout, parce que ça peut être épuisant pour l'organisme de se fatiguer dans l'intensité. Donc ici, très souvent, on voit que les personnes qui ont développé le monde de l'être vont trouver une intensité dans les paysages intérieurs. Elles vont trouver une intensité à rêver, en fait, à rêver la vie plus qu'à vivre des choses à l'extérieur. Mais j'ai aussi ce côté-là, en fait, à vraiment aimer la solitude et à pas vouloir de monde autour de moi. Mais la solitude, elle est vécue vraiment comme riche intérieurement ou comme une manière de se reposer, de se ressourcer? C'est pas la même chose. Peut-être de se ressourcer. Mais oui, mais c'est pas la même chose. Bah oui, parce que en général, ce qui se passe, pour les gens qui ont une addiction à l'intensité, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une addiction à l'intensité vers le monde extérieur. Donc ils font plein de choses là, voilà. Et donc quelque part, ils sont fatigués. Donc ils ont besoin de se ressourcer, c'est-à-dire se reposer. Seul, c'est se reposer, c'est relâcher les tensions. C'est pas pareil. Donc ça te permet de te régénérer, récupérer de l'énergie pour repartir de plus belle. C'est pas pareil. Dans le monde du faire, de l'avoir, de la passion, de je sais pas quoi, c'est pas du tout. Alors les personnes qui sont sur un mode dominant être le vivent pas comme ça. C'est pas seulement une ressource d'être avec soi, c'est pas que pour se régénérer. Je dirais c'est fatigant, c'est l'inverse. C'est fatigant pour elles d'aller dans le monde extérieur. Elles se fatiguent vite. Tous les fatiguent vite. Elles sont vite surstimulées et ça leur demande un effort d'aller vers le monde extérieur. C'est coûteux. Alors pour toi, c'est pas coûteux. Tu vois, c'est inversé. Par contre, ce qui n'est pas coûteux, c'est de revenir à soi, dans l'imaginaire, dans la relayance. Voilà, c'est l'inverse. Tu vois la différence? Ouais, complètement. Et donc, a priori, je pense que en général, comme j'ai dit qu'on cherchait les complémentaires, tu risques d'être intéressé par des personnes qui sont justement inversées à toi. Oui. Voilà. Parce que c'est un autre monde. Vas-y, passe-le. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas que dans l'intensité, même si j'y suis, dans l'actif, dans le faire, dans le projet, dans la projection. Et je me repose aussi dans le temps libre, dans la rêverie, l'écriture, le retour à soi, tout ça. Mais ce qui me gêne, moi, par exemple, c'est la routine, c'est-à-dire la reproduction de choses, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. C'est-à-dire que si je médite, par exemple, je fais une méditation, toujours la même, eh bien, moi, je n'y trouve pas forcément mon compte. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'ai vidé quelque chose et j'ai besoin d'aller voir une autre méditation. Un projet, au bout d'un certain temps, s'il ne m'apporte plus cette espèce d'euphorie d'aller chercher quelque chose que je ne connais pas ou d'aller me frotter à quelque chose d'inconnu, au bout d'un moment, j'ai l'impression que voilà, j'ai fait le tour d'une question et ça m'amuse moins. Alors j'appelle
ça la routine. Oui, 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 mais de nouveau, c'est le même, c'est dans la même dominance. Hein. Le fait de sentir de l'ennui et donc de chercher la nouveauté est aussi une des marques de cette dominance de l'avoir. L'ennui arrive assez facilement, donc il faut de la nouveauté. Alors qu'une personne à dominance être, elle s'ennuie jamais. Et même si ça se reproduit, elle ne le vit pas de manière routinière. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas le même monde, donc c'est pas vécu de cette manière-là. Parce que tout est tout le temps neuf, tout peut être vécu avec un imaginaire. Alors, par exemple, si tu as lu un peu Proust, qui a écrit À la recherche du temps perdu, et tu peux voir combien dans ses romans... Ah bah attends, il se passe pas grand-chose. Tu vois, tu as une grande routine, on pourrait dire. Tu te prends, il regarde un meuble et il fait 25 pages sur je regarde l'armoire, le plafond. Et voilà, et tout tourne, toute une histoire autour de j'ai regardé le plafond. Enfin, je fais un exemple comme ça, mais c'est fou. Et on voit comment la personne, il n'est pas question de routine ici, tu vois, elle ne peut absolument pas s'ennuyer. À partir d'un détail, c'est toute une histoire. C'est ça toute la difficulté d'arriver à être. Hein. Oui. Mais il faisait pas d'efforts, tu vois. Pour moi, il y a vraiment des dominances, quoi. Proust, il n'a pas fait exprès, il est tombé dessus, il est tombé dans la marmite, tu vois. Il n'a pas fait d'efforts. Je pense qu'il y a, pour avoir par observation, nos profils de personnalité sont soit orientés sur l'un et sur l'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas d'efforts à faire parce que c'est naturel pour nous. On n'a pas à se questionner là-dessus. Par contre, ce qui est moins naturel, c'est d'aller côtoyer le monde inverse. Parce que c'est moins naturel, donc on doit s'y plonger peut-être, ou le rencontrer. On ne le rencontrera jamais de la même manière que ceux qui sont vraiment là-dedans, plongés dedans, enfin qui sont nés avec ça. Mais on peut s'y approcher, on peut le goûter un peu. Évidemment, tu vas retourner pas dans tes travers, mais dans tes habitudes. Et pourquoi pas, on est comme on est. C'est pour ça que c'est pas exceptionnel d'être différent. Si tu es plutôt là, c'est pas quelqu'un qui est exceptionnel. Il est juste différent. Mais dans ses excès, c'est pas mieux. Hein. Je me rappelle. Tu veux dire quelque chose? Bonsoir. Ce qui m'intéresse, alors bon, je trouve que ces deux profils bipolaires sont intéressants. Et on pourrait prendre aussi l'énagramme, il y a 9 profils. Oui. Voilà. Bon, mais sur ces deux profils, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est peut-être pour mieux les percevoir, pour mieux nous percevoir quand on essaye de se définir, c'est les temps de travail et les temps de vacances. Oui. Et là, dans un temps de vacances, eh ben, on est en plus proche de ce qu'on aime et de ce qu'on est vraiment. Et à ce moment-là, de pouvoir mieux se définir peut-être, non? Alors, sur ces histoires de vacances, on pourrait avoir fait des expériences de ce genre. Quelqu'un qui est plutôt dans le mode de l'avoir, en général, qu'est-ce qu'il fait quand il part en vacances? Il va programmer plein de visites, plein de choses à faire. Voilà. Il se lève le matin, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller où? Puis après on va aller où? Puis après on va faire quoi? Et puis après... Donc il va y avoir un programme qui est défini souvent à l'avance ou qui doit se déterminer. Il faut amortir les vacances. Hein. Il faut profiter, quoi. On va pas... Je veux dire par là qu'à un moment, bon, au-delà de retomber dans une caricature, de voir que sur un temps de vacances, on est moins pris par des contraintes, et donc on arrive plus à être peut-être dans cet équilibre, même si à un moment il y a un profil caricatural qui va plus aller à organiser et un autre qui va plus aller vers l'intériorité. Idéalement, oui. Idéalement, je dirais oui. Mais et donc à un moment, en effet, sur ces profils-là, est-ce que notre société très dans l'avoir nous oblige à être là-dedans, quoi? Non, alors il y a l'histoire de la société qui influence, mais je pense qu'il y a beaucoup une histoire de nature. Et donc, comme je disais... Moi, j'ai l'impression d'être plutôt dans l'être,
Mais la société m'a boosté toute ma vie à être dans l'avoir. Ouais, bah oui, il y a un formatage. Maintenant, j'arrive à être dans l'avoir. Ouais. Effectivement, si tu te retrouves en vacances, donc là, t'es moins stimulé, et donc tu reviens à ta nature. C'est-à-dire, bon, bah, on me laisse tranquille, je suis peinard, et je laisse les choses venir à moi, je laisse faire. Hein, je ne suis pas obligée de faire des tas de trucs, et je me laisse vraiment vivre. Donc ça, c'est plus la nature de l'être. Mais quelqu'un qui est vraiment dans une nature beaucoup plus dans l'avoir, elle ne peut pas, même en vacances, elle ne peut pas s'empêcher d'aller au maximum, forcer. Enfin, il faut être stimulé, hein. Faut de la stimulation. On va stimuler tout le monde, allez, on y va, allez, vite, vite, on va faire ça, on va faire ci, on va faire mi. Donc elle a du mal à relâcher. Relâcher, pour elle, c'est ne pas s'ennuyer, c'est profiter, c'est amortir au maximum ses journées. Même en vacances. Alors que quelqu'un qui est plus dans la nature de l'avoir, lui, c'est vraiment, laisser venir, quoi, laisser être, laisser les choses arriver les unes derrière les autres, on ne va pas prévoir, on verra bien, si on le sent, on ira là, si on ne le sent pas, ben, on restera tranquille, et puis ainsi de suite, ainsi va la vie. Donc le formatage est quand même différent. Effectivement, on est quand même conditionné aussi par la société, on est influencé, hein. Donc tu peux être aussi, justement, si tu es dans une nature, une prépondérance être, et que tu es très stimulé dans une entreprise ou dans une société qui te dit oui, il faut faire plein de trucs, ton organisme va beaucoup plus fatigué que quelqu'un qui est dans l'avoir, qui lui, c'est plus facile, ça lui coûte moins, ça coûte moins cher de faire. Et ouais, parce que là tu nages à contre-courant. Mais dès qu'on te laisse tranquille, à ce moment-là tu reprends ton rythme, hein, qui est plus tranquille et plus, plus intérieur, plus dans le laisser faire. Hein. Les couples, ils sont toujours, par exemple, il y en a un qui est dans l'avoir et l'autre dans l'être. Souvent. C'est souvent ça. Souvent. Sinon, c'est ce que j'appelle de la colocation. C'est souvent comme ça. Et donc ça marche alors, ça peut marcher. Ben, c'est comme ça que ça marche, je trouve. Ça marche bien parce que justement, il y a une complémentarité. Il va y avoir effectivement des distorsions par rapport au décalage, si tu veux. On est inversé. Donc, on se regarde un peu bizarrement en se disant mais je te comprends pas, t'es trop bizarre, etc. Pourquoi tu fais pas comme moi, quoi? Pourquoi t'es pas comme moi? Tu fais pas comme moi ou t'es pas comme moi? Et justement, des fois c'est ce qui donne naissance au désaccord et au conflit. Et en même temps, il y a un appel sur la complémentarité. Parce que c'est riche, parce qu'on peut vraiment... on est attiré parce que la personne elle est très différente et qu'elle nous amène quelque chose que nous on porte pas. Mais oui, donc c'est vraiment intéressant d'être quelqu'un dans la différence. Alors sinon, je vous dis, c'est plus de la colocation. Alors, mais bon, imaginez, vous êtes vous êtes dans cette nature-là, principalement, puis vous avez quelqu'un d'autre qui est comme vous, qui bouge tout le temps. Tout le monde se fatigue là. Et deux pareils, deux tout le temps plutôt dans le monde de l'être. Alors, mais ils s'entendent bien. Hein, c'est pas que ça s'entend pas, mais au bout d'un moment, ça s'appauvrit, quoi. C'est ce que je disais, ça s'annule un peu, quoi. On est tellement du même, hein. Quand on est du même, hein, quand on est du gémellaire, au bout d'un moment, on s'appauvrit dans la relation, parce que bon, et après quoi, hein, bon, t'es comme moi, bon, je suis comme toi, on s'entend bien, et après, il se passe quoi? Voilà. Donc on s'apporte les uns les autres parce qu'on s'enrichit de la différence, et très souvent du complémentaire. Et en même temps, c'est tout ce qui va générer la difficulté à se comprendre, à s'entendre, parce qu'on veut formater l'autre à son image. Donc ça, c'est le problème, hein, c'est que on fait du prosélytisme, on veut toujours convaincre l'autre, on veut que l'autre soit comme nous, on veut que l'autre pense comme nous, qu'il comprenne comme nous. Et dans le monde de l'avoir particulièrement, on veut formater l'autre à notre image. Voilà. C'est ça la difficulté, ouais. Mais oui, parce qu'ici c'est plus un conquérant. Hein. J'ai raison et je veux que tu vois comme moi. On est dans la conquête, hein. On est dans la conquête même des idées ou des pensées. Tu penses comme moi, tu dois voir les choses comme moi. Alors que là, c'est souvent c'est plus, pas toujours, hein, mais il y a un côté plus ouvert. T'es comme t'es. Ici, c'est je suis ce que je suis. Hein, je suis pas ce que je fais, je suis pas ce que je réalise, je suis pas ce que je crois, je suis tout ce qui est. Ça, c'est un autre monde. Hein. Autre chose que j'avais, ouais. Tout ce que vous dites, me parle, fait résonance à plein de choses. Il y a juste le mot équilibre qui me gêne un peu. A priori, moi je préfère le mot, je crois que vous l'aviez employé d'ailleurs, le mot fluidité ou plasticité. Oui. C'est-à-dire que ça circule quoi, entre les trois pôles. Et aussi le mot,
Parce que effectivement, si on parle d'équilibre, ça veut dire qu'il faut être à 33% dans l'avoir, 33% dans le faire et 33% dans l'être. Ce qui, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire, le dire. Voilà. Et puis aussi, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir que par moment, c'est bien d'être dans l'efficacité, dans l'agir. Des fois, se poser, regarder un peu ce qui se passe, prendre du recul. Exact. Et ça, c'est l'intelligence de ses propres émotions. Ouais, enfin, avoir le regard sur ses propres émotions, le regard, intuitif et intelligent sur ce qu'on est soi-même. Qu'est-ce qui est bien à un moment donné d'être. Est-ce que vaut mieux foncer, vaut mieux se poser, voilà, tout ça c'est... Bah oui, tout à fait. Il y a un temps pour tout. Et c'est effectivement cette notion de... Je suis d'accord avec cette notion de circuler, de pouvoir générer un peu plus de fluidité. Et surtout d'avoir une certaine distance, effectivement. De mieux se connaître et de se dire, attends, là je suis encore peut-être un peu trop en ce moment dans l'efficacité, dans vouloir entreprendre et m'accrocher à des objectifs. Est-ce que je peux relâcher, relaxer un peu là-dedans? Ou au contraire... je suis peut-être trop dans une forme de distanciation avec le monde. Est-ce que je peux revenir dans le monde aussi, tu vois, donc il y a effectivement ce temps de recul qui est où c'est que je suis, à quel endroit je suis. Et est-ce que je peux faire jouer tous les modes ici, avoir, faire et être. Les trois sont... C'est pour ça que j'avais appelé ça l'art de la complétude. Et effectivement, je trouve qu'il y a une forme de fluidité à gagner, une forme d'aisance, de pouvoir passer d'un pôle à un autre en étant dans cette prise de recul. Mais parfois, certaines personnes, elles ne l'ont pas parce qu'elles ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'elles sont identifiées à un mode, elles ne savent même pas qu'elles sont dans un mode. Elles croient que c'est normal d'être, par exemple, agrippée à un objet, ou agrippée à une réussite, ou à un échec, je ne sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Donc, voilà. Attends. Tu lui fais passer. Merci. L'expérience personnelle qui m'a fait voir un peu, qui m'a fait basculer entre les deux mondes, quoi, c'est que je me déplaçais sur un trajet quotidien, quoi. Et un jour, je me suis rendu compte que sur ce trajet, il y avait des choses belles que je ne voyais pas avant. Ah oui. Donc ça a été un peu un déclic. Super. Magnifique. Voilà, c'est comme ça que ça commence. La capacité de rentrer dans la contemplation et dans... Enfin, c'est magique, je vois des choses que j'avais... J'étais comme un robot, donc comme un cheval qui va, tu sais, à son... qui va toujours au même endroit. Et hop, d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre parce que d'un coup, tu vois ce que tu n'as jamais pu vraiment voir et tu le vois vraiment avec un regard contemplatif, quoi. Et ça, voilà, cette expérience-là, après, tu peux la reproduire des centaines et des centaines de fois. Mais d'ailleurs, vous pouvez, même ici, parce qu'on peut le faire partout, ça. Même ici, regardez, vous pouvez changer de regard. Vous regardez les choses en étant dans je suis productif, je cherche à atteindre quelque chose, je suis venu pour comprendre quelque chose, pour apprendre quelque chose, ou pour rencontrer quelqu'un, j'en sais rien. Enfin, je suis venu dans un objectif, d'accord, ou pour amortir ma soirée. Ça, c'est le monde de la voix. Je vais amortir, je ne suis pas venue pour rien. Et regardez si vous pouvez jouer la carte plutôt de tiens, et d'un coup, il y a quelque chose qui me saisit, que je peux observer, enfin, voilà, quand je peux entendre, que je peux voir une couleur, une forme, quelque chose que je n'avais pas vu et que je peux voir maintenant et sentir sensoriellement, et c'est juste là maintenant. C'est toute la différence. C'est la nuance entre l'avoir et l'être. Et les deux sont intéressants à explorer, c'est juste des mondes différents. Et il n'y a pas à lâcher l'un pour l'autre, parce que ce qui est dommageable aussi, c'est qu'on fait un discours en ce moment sur l'avoir c'est pas bien. On est dans une société entre guillemets capitaliste, consumériste, de marketing, faut arrêter, tout le monde veut posséder, on veut toujours trop acheter, on veut toujours trop consommer, on entend que ces discours-là. Donc à un moment donné, ça fout le bourdon. Parce que c'est intéressant aussi d'agir dans le monde, c'est intéressant d'entreprendre, c'est intéressant d'avoir du désir, et ok, de se réaliser, c'est ce qui nous anime, c'est le feu, et on est fabriqué aussi pour ça. Bon, bah, pourquoi nier ça? C'est toujours les excès. Et dans l'excès, je vous signale, du monde de l'être, c'est surtout dans l'univers du néant personnel, c'est la surbienveillance. C'est-à-dire, on veut être dans l'amour inconditionnel, vas-y. On veut être très très bienveillant les uns des autres. On ne veut pas être jugeant, on n'est pas jugeant, on est à l'écoute, on est des bons communicants, on développe nos talents, nos potentiels. Voilà, nous sommes des êtres un peu surdimensionnés et avec une hypertrophie de la surbienveillance. Donc c'est pas mieux, franchement. Donc on est des êtres de l'être, nous sommes dans l'être-té et donc nous sommes au top du top
par rapport à ceux, les méchants, qui sont dans l'avoir, eux, qui ne sont pas bienveillants, qui sont que dans la possession, qui ne sont pas dans l'écologie, qui ne sont pas dans ceci, dans ce... Donc de toute façon, c'est autant dogmatique l'un que l'autre. Dès qu'on est dans « je suis convaincu que mon clan est meilleur que celui du voisin », on est reparti dans un dogme. Et donc une forme de prosélytisme. Soyez comme nous. Alors soyez dans la bienveillance. Tout le monde doit être dans la bienveillance. Et hop là. C'est pas mieux. Hein. Je voulais savoir si l'âge est un facteur de modification. C'est-à-dire si la maturité du temps qui passe influence ou non cette capacité à être plus à l'aise d'un passage d'un état à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, j'ai l'impression que oui. Je suis plus attentive aujourd'hui à des temps intérieurs, même si j'en avais déjà, mais c'était des temps de récupération. Donc j'ai bien entendu qu'en fait la fatigue d'aller chercher, il y a un moment effectivement, ouf, le corps il arrête, la tête aussi. Bon. Et là, même en écriture, en poésie, etc., la subtilité, voilà, c'est quelque chose que j'avais. Mais je prends plus de temps. Voilà, j'équilibre peut-être davantage avec l'âge les deux registres. Il me semble qu'avant, j'étais plus dans la course permanente. Parce que je pense que en étant, au travail, dans des contraintes familiales, dans des contraintes d'objectifs en permanence pour réussir à concilier, en tout cas des tâches et puis des objectifs, c'était plus moi le temps d'avant. Et il me semble qu'aujourd'hui, j'ai clarifié un certain nombre de points et que j'ai une tendance à aller vers quelque chose que je connais moins, avec le plaisir qui va avec et avec la qualité aussi. Voilà. C'est mignon. Question d'âge en tout cas. Et je pense à ça par rapport au passage à la retraite. Oui, oui. Et en même temps, tout ton vocabulaire est un vocabulaire du monde de la voix. Tout le vocabulaire utilisé, là. C'est pour ça, évidemment, tu vas chercher à t'approcher. Et le besoin, c'est d'aller dans cette dimension-là, puisque quand c'est en excès, d'être toujours dans l'efficacité, dans la productivité, dans agir sur le monde, il y a un besoin d'aller se connecter à cet autre univers qu'est l'être. Hein, si tu veux. Mais tu vas t'en approcher avec ta manière de la voir. Avec ce vocabulaire de la voir. Non, si tu interviews quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus dans l'être, il ne parlera jamais avec ces mots-là. Il ne va même pas utiliser ces mots-là. Il y a beaucoup moins de structures qui apparaissent. Il y a beaucoup moins... tu vois, les mots tâches, tout ça, c'est des mots c'est ce monde-là. Hein. Donc c'est légitime, effectivement, comme il y a un besoin d'aller dans l'être, avec le temps, voilà, tu as appris, mais tu t'en approcheras avec ton mode, ton mode dominant, ce qui est normal, hein. Et c'est ok, quoi. On est comme on est. Il faut arrêter de vouloir se changer. Mais oui. Ça peut être le modèle, mais c'est... Et en même temps, ce qui est important, c'est l'acceptation profonde de ce qu'on est. Plutôt que de vouloir ressembler au voisin d'à côté, qu'on trouve merveilleux, que lui, on a l'impression qu'il a saisi et tout compris. Non. Il a aussi ses qualités, ses failles, enfin ses difficultés, et c'est pour tout le monde pareil. Donc, est-ce que je peux m'accepter comme je suis et être heureuse d'être... Voilà, et trouver une forme de fluidité, quoi, d'essayer de circuler un peu plus, plutôt que d'être vraiment rivé sur un mode. Parce qu'il peut y avoir quand même de la souffrance à être que sur l'un ou que sur l'autre, hein, et très peu dans les deux, quoi. Ou dans les trois. Ouais. On parlait d'excès tout à l'heure, dans un monde comme dans l'autre. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'on est en excès? Ah oui, la souffrance. Parce que moi j'ai pris un platane, j'ai compris qu'il fallait que je me ressente sur l'être. Mais un platane, un accident de voiture? Oui, non, mais c'est pas très grave. Je me suis dit, finalement, je n'ai pas identifié que j'étais à bout de quelque chose, dans un mode ou dans l'autre. D'où ma question, est-ce qu'il y a des signaux dans le ressenti, dans un mode de souffrance? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme dans le mot souffrance, dépression, ou je sais pas, ou manque de sommeil, enfin je dis, voilà, par exemple.
Oui, il va y avoir des symptômes qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ici, on est dans des symptômes, dans la dominance être, les symptômes vont plus être en mode zombie, c'est-à-dire en mode dépression. Frein, on est dans les freins ici, ça freine trop. Donc effectivement, on est plus dans des tendances dépressives, c'est-à-dire à pas avoir c'est la non-envie. Hein. Il n'y a plus d'envie d'aller vers le monde extérieur. Il y a envie de se rétracter, de s'isoler. De rêver la vie, mais de ne pas y aller, quoi. Donc il y a pas mal d'inhibitions où il y a une envie et le frein. Ici, c'est l'inverse, c'est une surstimulation, donc il va y avoir un dérèglement plutôt en orthosympathique, c'est-à-dire en excitation, en dose, en stress, en adrénaline, on va toujours vers, enfin on est trop excité, quoi, une surexcitation. L'anxiété va être dominante là, hein. Et là, c'est plutôt dépressif, et là, c'est plutôt anxiogène, anxiété. Angoisse, anxiété, panique. Puisque ici, l'anxiété, elle est portée sur je dois obtenir ce que j'imagine que je dois avoir. Hein. Si j'ai pas, je suis nulle, c'est dangereux, je vais être en insécurité, ça va s'effondrer si j'ai pas ce que je veux. Ce que je crois avoir. Hein. Donc forcément, là, c'est basé sur l'insécurité, il y a de l'anxiété ici dans ce monde-là. Là, c'est plus inhibé. Donc les désordres vont être divers et variés sur tous ces dérèglements de l'ordre de la surexcitabilité, quoi. Trop de stimulation, ça fatigue l'organisme. Et ici, trop peu de stimulation, c'est de l'inhibition, donc ça fatigue l'organisme aussi. Un ou l'autre, l'accident. Oui, mais ça ne fait pas les mêmes symptômes. Les désordres sont différents, mais ça crée des désordres quand même. Et ouais. Donc on voit apparaître comme ça des troubles et des symptômes, et souvent c'est aussi une manière de faire des diagnostics, hein, de dire bon là, la personne elle peut pas s'arrêter, là si elle est dans la voie, elle peut pas s'arrêter 5 minutes, elle peut pas rester inactive sans juger que c'est anxiogène, c'est angoissant, c'est le vide. Il faut qu'elle bouge tout le temps, donc forcément elle va se fatiguer, quoi. Elle va partir dans le mur avec ça. Hein. Non. Mais c'est pas forcément bouger du mouvement physique, hein, ça peut être bouger mentalement. Hein. Il y en a, ils n'ont pas besoin de bouger, ils bougent dans leur tête. Hein. C'est des ruminations mentales, c'est de la dispersion mentale, ça part dans tous les sens. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. C'est pas parce que vous êtes seul que vous n'êtes pas en mouvement. Hein. Vous pouvez être en mouvement dans votre tête, en anxiété, en rumination. C'est quand même le monde de l'avoir. Hein. Vous êtes angoissé à l'idée de ne pas avoir. On est toujours dans le même monde. Hein. Pas parce que vous êtes tout seul. Hein. C'est pas parce que vous êtes tout seul que vous êtes dans l'être. Hein. Rien à voir. Ah non. Et qui c'est qui formate l'un ou l'autre? C'est la culture, attends, c'est l'éducation? Ne bouge pas. Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui formate? Là, c'est une question alors, mystère. Hein. Il n'y a pas forcément de réponse affirmée. Mais déjà, nos profils de personnalité, ils sont effectivement induits par déjà notre arrivée, comment on arrive dans le bateau du monde, déjà comment on arrive sur Terre, les transgénérationnels, nos ascendants, la société dans laquelle tu arrives, l'époque. Cette époque-là, c'est pas la même que celle d'avant. Hein. Par rapport à l'avoir, hein. Avant, ils thésaurisaient. Maintenant, on est dans le monde du marketing. Hein. On n'a pas du tout les mêmes mœurs ni les mêmes habitudes quand même. Donc, l'époque influence, la région influence. Le pays influence. Donc il y a pas mal d'influences extérieures et puis les influences intrafamiliales. Et puis tout ton parcours, hein, tout ce que tu as vécu, toutes tes expériences de vie vont faire qu'il va y avoir absorption de valeurs. Voilà, tu vas faire tienne ce que tu as cru entendre, comprendre, ce qu'on t'a raconté, ce que tu as lu, ce que tu as... Voilà. Donc ça va devenir... tu vas mettre ça, tu vas introjecter ça à l'intérieur de toi, ça va définir ton profil de personnalité. Donc tes systèmes de croyances, tes besoins... voilà. Il y en a qui sont plus dans des besoins de reconnaissance, d'autres de cohérence, donc structuration dure. Voilà. Donc ça va définir un profil de personnalité, et chacun a le sien. Voilà. Mais ça peut bouger. D'accord, mais après, pour basculer d'un à l'autre. Ah. Bah alors après, c'est ça la. Bah oui, c'est le travail personnel, ouais. C'est la capacité déjà de se distancier, de prendre du recul, de dire attends, comment je fonctionne, comment je m'articule, et puis de dire tiens, mais je reconnais que ça c'est plutôt mon style.
est-ce que je peux m'ouvrir un peu à autre chose? Parce que si je suis en souffrance sur un mode trop répétitif et qui me freine, hein, je vois que j'en souffre, que je vis chichement, est-ce que je peux m'élargir en faisant un peu autrement, tu vois, en élargissant mes options de comportement ou de mes options, enfin c'est aussi des systèmes de croyances qui changent. Hein. Est-ce que je peux changer ma vision du monde et expérimenter un peu autre chose, tu vois, donc m'élargir toujours et un peu plus. Et donc j'ai commencé en élargissant mes options, à me détendre un peu plus, à voir les choses un peu différemment, arrêter de tourner en boucle sur mes patterns, qui sont liés à mon profil de personnalité. Hein. Tout l'intérêt à se connaître soi-même, quoi. On ne se connaît jamais complètement, hein, peu importe, mais un peu quand même, tu vois. Arrêter d'avoir des œillères et de fonctionner comme des robots en se disant c'est normal, ça c'est moi, je ne suis pas autrement, je suis comme ça. Mais comment je fonctionne? En fait, la vraie question, c'est toujours qui suis-je? Qui sommes-nous? Bon, ça, on n'y répondra pas aujourd'hui, mais ça, c'est la question. Qui on est, quoi? Voilà. Et c'est toujours intéressant d'explorer, c'est tout le travail de l'introspection. D'ailleurs, si vous êtes ici, sinon vous ne seriez même pas à cette conférence-là, vous seriez parti sur un autre thème, je ne sais pas, les grenouilles vertes au Cambodge. Je sais pas, si vous êtes ici, c'est que forcément il y a une partie de chercheurs en vous, une partie qui aime l'introspection. Voilà, parce que ces thèmes vous intéressent. Et tout le monde n'est pas là-dedans. Et c'est ok qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout intéressées pour s'introspecter, ni la philo, ni la psycho, ni la socio, ni rien du tout. Et pourquoi pas? Voilà. Chacun son style. C'est une vraie question. Oui, une belle question. Ouais. Déterminer la part de l'inné de l'acquis. Ah bah oui, mais là, il y a les deux. Donc, comme il y a les deux, en général, c'est peut-être pas la peine de s'énerver à vouloir. Voilà. Hein, je pense que c'est intéressant de voir aussi cette complémentarité et que de toute façon, les questions restent sans vraiment réponse, puisqu'à chaque époque, il y a des réponses qui sont apportées et qui ne sont jamais définitives. Donc on peut en même temps tout dire. Ce qui est intéressant toujours, ce que je dis, et ce qu'on va trouver notamment beaucoup dans la Kabbale, c'est l'art de se questionner. Ce qui est intéressant, c'est la question. On se questionne, et c'est de s'introspecter. C'est le chercheur en nous qui est à honorer. Réponse, un jour c'est oui, un jour c'est blanc, demain ça sera vert. Bon. Et pourquoi pas, on peut s'amuser à disséquer. Et c'est plus le jeu de disséquer qui est intéressant qu'autre chose. Et qui est vraiment une forme de « je m'anime » et la réponse est à l'infini. C'est pour ça qu'on peut tout dire, ce que je dis, bon, ça a de valeur. En même temps, ça peut être des fois intéressant d'avoir des pistes dans un sens ou dans un autre pour sentir un mieux-être chez nous. Parce que c'est ça aussi qui est visé, ce qu'on fait en thérapie, ça répond pas à tout, mais ça élargit des aspects de nous-mêmes et la personne, elle est toujours un peu plus détendue, un peu plus relâchée, un peu plus ample. Et moins contracté comme ça. Et déjà, c'est déjà pas mal. Hein, parce que rester dans ses patterns et tourner, des fois, quand un hamster dans sa cage, des fois, c'est fatigant. Hein, c'est pas terrible. Voilà. Bon, y a-t-il... Je ne sais pas quelle heure il est avec tout ça. C'est bientôt l'heure. Est-ce qu'il y a encore des questions, des commentaires ou... Vous avez réussi à vous situer un peu sur vos modes préférés? Non? Pas du tout? N'ai-je pas été assez claire? Bah, tu regarderas. Après, il y a... sur cette question-là, moi, il y a le bouquin que j'ai lu il y a 15 ans, que je vous recommande, hein, qui s'appelle « Avoir ou être » d'Eric Fromm. Je pense que sur la question, pour moi, hein, c'était le plus intéressant. Bon, après, il n'y a pas que... Il y a énormément de philosophes qui se sont penchés sur la question. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais juste histoire de mieux te trouver, ouais, au moins, et voir comment tu te situes. C'est toujours intéressant de voir à quel endroit on se situe, comment on fonctionne voilà, le plus. Voir est-ce que c'est quelque chose qui nous freine, hein. Est-ce qu'il y a des endroits où nos critères nous freinent, ou au contraire... Est-ce qu'on peut continuer avec ça, toujours et encore plus, mais jusqu'où? Quelle est la limite de nos fonctionnements? Jusqu'où ça devient un enfermement? Voilà, toute la question. Qu'on soit sur là ou peu importe, mais jusqu'où on s'enferme dans nos schémas
et qu'il n'y a pas une forme de liberté là-dedans. Parce qu'à un moment donné, on croit vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux, ou que l'autre devrait être comme nous, et c'est là où on s'enferme. C'est quand on arrête, quand on n'accepte plus la différence, ou quand on se veut autrement, ou tu vois, quelque chose comme ça aussi de cet ordre-là, et on se culpabilise avec ça. Et on culpabilise l'autre parce qu'on ne le veut pas comme ça. Donc, voilà. Donc ça aussi, c'est enfermant. Voilà. Et ben voilà, donc je suis ravie. Si vous avez plus de questions, on va fermer notre sujet de ce soir. Ouais, attends, il y a encore des questions avant qu'on parte. Oui, tu as le micro. Oui. Pour moi, l'être, ça me fait surtout penser à être connexion à soi, quoi. Ouais, mais pas que, hein, parce que si tu veux, dans le monde de l'être, tu as la reliance à soi, à toi, effectivement, mais tu as aussi la reliance à quelque chose de plus haut, hein, à la foi. Il y en a qui ont la foi en Dieu ou la foi en quelque chose, tu vois, en spiritualité, à la nature, tu vois. Oui, oui. Aussi, ouais. Mais c'est, tu vois, dans l'instantané. C'est pas quelque chose où on va combattre, sortir les armes, les outils pour aller vers quelque chose ou conquérir quelque chose. Tu vois, c'est vraiment, on est quelque chose de l'ordre de la contemplation. Mais ça peut être une reliance quand même avec les autres, mais tu peux être dans la rêverie avec les autres, tu vois. Par exemple, je citais Proust tout à l'heure. Il est en lien avec la nature, avec les autres, mais pas dans l'ordre, pas dans la matière, tu vois. On peut être dans le faire, dans l'être, dans la conscience, oui. Dans le plaisir, mais est-ce qu'on peut aller dans l'avoir aussi, comme ça, en conscience? Et je te rappelle, j'ai dit dans le faire, tu as la branche être et la branche avoir. Tu peux être dans les deux mondes. Et ça peut être intéressant d'explorer les deux mondes. Essaye de faire des choses sans chercher à avoir un résultat, à obtenir un résultat joli, intéressant, correct, à la hauteur de tes attentes. Juste faire pour faire. Faire pour le plaisir d'être dans le mouvement de ce qui est. Tu vois, essaye et regarde ce que ça donne de faire de cette manière-là, plutôt que de faire pour aller vers quelque part, quelque chose. Tu vois, sa différence. Je fais quelque chose pour chercher à aller quelque part, et je fais quelque chose sans chercher à aller nulle part. C'est complètement différent. On parle dans la sexualité tantrique, hein, d'ailleurs, on va animer avec Yves-Marie un stage là-dessus, sur la sexualité tantrique, la différence avec la sexualité dite classique. C'est justement la différence entre le faire et l'être. La sexualité dite classique, c'est l'orgasme du sommet, donc excitation, tension, détente. Truc classique, ça. Tout le monde connaît ça. Enfin, tout le monde. J'exagère un peu, mais la plupart des gens. Je me dis, bien, tout le monde, peut-être pas. Pas ambitieux. Et donc, ça, c'est l'avoir. Hein. Je vais vers un résultat, je cours après l'orgasme, et une fois que je l'ai, paf, je me détends. Bon, très bien. C'est le truc connu. Dans la dimension de l'être, on ne cherche pas à aller quelque part. On ne cherche pas à courir derrière un orgasme, ni derrière une excitation, ni derrière rien. On ne cherche rien. On ne cherche pas. Et quand on ne cherche plus, c'est là que ce qu'on appelle l'orgasme de la vallée arrive. C'est une autre forme d'orgasme qui arrive, qui est beaucoup plus ample, enfin qui est complètement différent, parce qu'on ne cherche pas à aller quelque part. Il n'y a pas de direction, tu vois, entre le monde de l'avoir et le monde de l'être, c'est un autre univers. Ouais, on sent, on est plus dans sentir ce qui est là, mais il n'y a pas à forcer, on ne force rien, on ne cherche pas à aller quelque part. Et donc il faut se déconditionner du mode on cherche à aller quelque part parce qu'on a une attente que ça doit aller dans cette direction. Donc il faut se déconditionner de ce mode avoir. Ou faire plaisir, ou faire quelque chose pour aller vers du plaisir, ou faire contenter l'autre, ou je sais pas quoi. On est dans l'inverse, on ne fait rien en fait. On laisse faire au fur et à mesure ce qui se passe. Et on est surpris. C'est la même histoire que, voilà, soit je fais mon trajet dans ma voiture et je sais que je vais là, soit d'un coup, tiens, quelque chose arrive vers moi et d'un coup, je me laisse surprendre par ce qui arrive, mais je ne le voyais pas avant. Tu vois, c'est la même chose. Même histoire. Donc deux univers différents à découvrir. Et les deux sont intéressants, c'est juste différent. Ce qui me fait... J'ai l'impression que c'est pas trop de passer d'un mode à un autre. La question, c'est plutôt de concilier les deux ensemble, quoi. Oui, alors, quand tu es dans l'un, tu ne peux pas être dans l'autre à la fois. Hein, donc c'est plutôt passer de l'un à l'autre. Tu vois, cette alternance, plutôt que tu ne veux pas mettre les deux en même temps parce que c'est des univers différents.
Mais passer de l'un à l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre un peu de distance et voir, bon, là maintenant, est-ce que je suis trop dans l'un, est-ce que je peux passer dans l'autre, est-ce que je suis trop dans l'un, tu vois, circuler. De passer de l'un à l'autre, mais pas dans des extrêmes. Oui, c'est ça, c'est tout l'objet de la conférence. C'est regarder si tu es dans un mode où tu es dans une période où c'est prédominant, et s'il y a un excès, ben forcément tu vas avoir des symptômes ou de la souffrance. Donc comment est-ce que tu peux circuler de l'un à l'autre, retrouver une forme d'amplitude. Être dans l'avoir, mais mettre de la plus de conscience peut-être. Plus de conscience, et aussi revenir à cette richesse intérieure, parce que si tu es tout le temps dans l'avoir et que tu manques d'imaginaire, de richesse à l'intérieur, d'être vraiment dans quelque chose de la voie du sentir, si tu sens pas grand-chose, si tu es toujours dans faire, tu vas te fatiguer. Il te manque un univers. Je sais pas comment de l'écrire moi après. Hein. Est-ce que la notion de plaisir, ça peut être un critère? Non. Donc la question c'est, est-ce que le plaisir? Voilà. Est-ce que le plaisir, ça permet de repérer que on est bien? Pas du tout, parce que le plaisir, il est dans les deux mondes, mais il est différent. Il est vécu de manière différente, mais il existe. Le plaisir d'entreprendre, le plaisir de faire, d'aller vers un objectif, d'être fier de soi, d'être capable, ça c'est le plaisir de l'avoir. Le plaisir de programmer tout ça, d'anticiper, ben oui. Et là, le plaisir immense et inouï de rêver, d'être dans la poésie. Une expérience personnelle que j'ai faite, moi, une conclusion, quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mental, mais il y a le corps qui enregistre beaucoup, quoi, qui subit, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en faisant du footing, ça va être addict au footing, quoi, j'arrivais à basculer d'un à l'autre. Donc en me dépensant, alors je ne sais pas quand on court si on sécrète des hormones, si on fait quelque chose, et on arrive à savoir où c'est qu'on en est et à redescendre. À redescendre en quoi? Si on est dans la voie, à redescendre dans l'être. Moi personnellement, par rapport à mon histoire. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu bascules dans l'être, ou est-ce que simplement tu fais comme on a dit tout à l'heure, tu relâches les tensions parce qu'il y a un cocktail d'endorphine là qui se... de relâcher les tensions ouvre des portes. Ah oui, bah oui. Mais c'est un ressourcement, c'est aussi je me régénère. C'est une manière de me régénérer, de recharger mes batteries, de changer mon humeur en faisant du sport, etc. La connexion au corps et au présent. Oui, et ça revient, et ça permet effectivement de revenir à l'ici et maintenant. Hein. Donc très souvent, c'est pour ça que beaucoup de personnes aiment bien faire du sport, entre autres, parce que ça les ramène maintenant. Et l'action en général, mais bon, le sport ou autre chose, hein, ramène souvent dans l'ici et maintenant. Donc c'est pour ça que c'est aussi un monde qui est très important à faire, c'est aussi revenir à quand on est dans l'action, on est moins pris par ces ruminations mentales, hein. On revient là. Donc ce sont aussi des pistes intéressantes à creuser quand on est trop pris par ces obsessions mentales. Voilà. Bon, alors on va peut-être s'arrêter là, hein, puis on se reverra à une prochaine conférence.